Bonsoir à tous et merci de nous rejoindre sur Rayonnance TV pour cette émission Regard croisé entre une médium et une psychogénéalogiste. Donc, dans la fonction de médium, Joël Pfeiffer. Bonsoir. Et dans celle de la psychogénéalogiste, Annie Platt. Bonsoir à tous. Merci d'être avec nous. Avant de commencer, avant de vous introduire, je vais, comme d'habitude, saluer le chat. Donc, bonsoir Véronique, Ghislaine, Sylvie, Marie-Nicole, Carole, Alexandra, Gabriel, Laetitia, Hélène et toutes les personnes évidemment qui nous regarderont en replay. Alors, on va peut-être présenter un petit peu le concept de l'émission. C'est une émission, Joël, qui est, enfin en tout cas le concept, tu diffuses Regard croisé sur ta propre chaîne YouTube. C'est une émission que tu as l'habitude de faire avec Annie. Oui. Est-ce que vous pourriez un petit peu expliquer le concept? Comment ça vous est venu cette idée? Alors, je laisse la psychogénéalogiste l'expliquer. Je vais au bas, d'accord. Alors, comment est né ce concept de regard croisé? Nous nous sommes aperçus avec Joël sur des travaux que nous faisions en commun, que la médiumnité de Joël venait confirmer mes hypothèses de travail, d'accord? Je vous rappelle un petit peu ce que c'est que la psychogénéalogie, c'est-à-dire que j'analyse les traumas vécus par les ancêtres dans l'arbre généalogique dont nous sommes encore porteurs. Alors, comment on travaille? Nous travaillons d'abord chacune de notre côté. Quand nous avons une ou un consultant en commun, Joël fait sa consultation en médiumnité. Moi, après, je fais le travail de psychogénéalogie et je fais la consultation aussi en individuel. À ce moment-là, Joël et moi, nous ne nous sommes pas encore parlé. Nous n'avons pas encore montré nos travaux. Et après vient le travail que l'on va faire en commun, c'est-à-dire que nous nous appelons et en général, pratiquement à 100%, Joël me met des mots sur ce qu'elle entend, des petites phrases de ce qu'elle entend, et ça vient absolument confirmer mes hypothèses de travail. Et c'est ça qui est important, c'est-à-dire que c'est, si vous voulez, un aspect, la médiumnité de Joël, plus une hypothèse, pour moi, ça fait pratiquement une certitude. Donc, on peut faire le travail et renseigner un petit peu le consultant sur son parcours de vie, sur Joël, ce qu'elle entend aussi sur les traumas, je peux les confirmer également. Mais quelquefois, Joël, dans ce qu'elle entend, elle me donne des détails qui me font aller très, très loin. Je citerai simplement quand un défunt Joël t'emmène dans un caveau familial où il te dit, ce défunt te dit, les mémoires sont très, très, très anciennes. Que fait Annie? Elle va chercher en généalogie et puis nous avons retrouvé les mémoires dont il était encore porteur, mais ces mémoires dataient de 500 ans. D'accord? Donc voilà, plus je trouve que l'on avance, mais je crois que Joël aussi va me le confirmer, plus je trouve que l'on avance dans nos travaux en commun, plus les messages qu'a Joël remontent. Et là, je m'aperçois que avant, en psychogénéalogie, on travaillait sur le couple fondateur qui sont les arrière-grands-parents, mais je m'aperçois que des mémoires sont encore vivantes depuis de très nombreuses années. D'accord? Voilà comment on travaille ensemble. On a beaucoup de plaisir à faire ce travail-là, d'ailleurs. Et voilà, et depuis qu'on se connaît, on se fait confiance. Je fais confiance dans ce qu'elle entend parce que c'est dans le détail qu'elle va aller chercher le petit truc en plus. OK? Joël, à toi? Oui, j'ai un couac là. Oui, ce que tu disais est très intéressant parce qu'effectivement, je me suis aperçue que ce que j'entends, et ce que j'entends, c'est les défunts. C'est des défunts, c'est des fois, ça date de. Je ne vais pas sur les vies passées, mais quand même, parce que là, on me fait remonter effectivement sur une histoire, sur des traumatismes, des cabossages aussi, ce que vous appelez des secrets de famille et que moi j'appelle des choses bien, bien consistantes et très intéressantes, croustillantes même, j'adore. C'est vrai que c'est un travail superbe, extraordinaire, un gros travail de la part de Annie, parce qu'il faut qu'elle comprenne ce que j'écris en fait, et ce que je dis aussi. Il faut qu'elle parle ma langue. Et ça, j'imagine, Joël, que votre amitié, du coup,
facilite ce genre de dialogue entre vous? Cette complicité, au-delà de vos capacités, hein, On n'est pas amis par hasard, on le sait. Oui. Ça fait des années que ça dure, mais c'est vrai qu'il faut elle a dû apprendre à parler ma langue, bien évidemment, Mmh. hein, pour comprendre ce que je lui disais et comprendre moi aussi ce que j'écrivais parce que des fois c'est une grande nébuleuse. Je ne sais pas où je suis, avec qui je suis et je comprends pas. Donc elle m'aide à comprendre. Oui. Mais on sait aussi que l'inconscient se traduit dans le langage. Donc, tout ce que me dit Joël, je le prends pour argent comptant et je vais chercher. C'est vraiment une belle rencontre, comme on disait tout à l'heure, entre le ciel et la terre. Vraiment, je trouve Oui. que ça vous définit très bien toutes les 2. Mmh. Est-ce qu'il y a des personnes qui viennent vous consulter, qui sont un petit peu sceptiques, qui voulaient peut-être juste avoir un point de vue de la généalogiste et qui finalement sont interloquées par la médium? Bah, la dernière qu'on a fait, c'est David, c'est ça? Qui doit être Oui. là en direct, hein, il est là. Effectivement, on est remonté loin pour lui, hein. Mais il y a quand je parle du fil de conducteur, on est quand même dans le soin parce qu'on va aller chercher le trauma. Mmh. Donc on n'est pas Oui. simplement une médium et une psychogénée qui va monter un arbre. On est là pour soigner l'être qui nous demande de faire ce travail-là et Annie, avec son travail en psychogéné, va soigner l'arbre quelque part, remettre un tu peux l'expliquer? Mais oui, mais je voudrais revenir sur la question. Effectivement, c'est souvent toi qui demande à ta consultante ou ton consultant d'aller explorer son arbre avec moi parce que toi, tu as pu repérer déjà des choses. Ça se passe souvent dans ce sens-là, hein. De Mmh. toute façon, Joëlle, elle entend des choses et elle dit, mais là, il y a quelque chose, vous devriez aller voir, consulter Annie. Et c'est là que le travail peut se faire entre la psychogénéalogie et la médiumité. Et jusqu'à présent, je crois que personne n'a été déçu, hein, Joël. Oui, oui, on fait ça d'une façon, très professionnelle, mais on s'amuse beaucoup. Je veux dire, c'est un plaisir pour nous de le faire, hein. Donc Ouais. ce qui fait qu'on le fait simplement, en toute humilité, d'une façon très pro, ça c'est sûr, mais ça reste quelque chose, dans lequel on se fait plaisir toutes les 2 parce que et c'est vrai qu'on passe beaucoup de temps, après à se concerter. On passe un long temps sans se concerter et après, effectivement, on se concerte. Puisque moi, j'ai un travail sur le travail qu'on a fait pour, la consultante qu'on va voir tout à l'heure, il y avait 82 photos quand même. Mmh. Donc j'ai dû effectivement examiner 82 photos et dire: «Bon, là, non, là je vais pas» ou écouter ce qu'on me disait pour repérer effectivement celles sur lesquelles j'allais travailler pour, détecter quelque chose. On va pas dévoiler, mais Mmh, bien sûr. Et du point de vue de l'évolution du défunt justement, qu'est-ce que ça lui fait peut-être de se sentir reconnu sur 2 niveaux finalement? Toute son histoire à lui aussi, du coup, qui est Ah, comprise là-dedans et puis aussi, le fait que Joël puisse le canaliser. vas-y. ah, ça, c'est très intéressant la question parce que j'ai aussi travaillé en constellation familiale et quelquefois les défunts, il y a certains défunts qui ont été oubliés, mais vraiment oubliés dans l'arbre ou exclus et qui demandent à être reconnus. C'est Mmh. très intéressant la question. Et effectivement, là, Joël peut l'entendre aussi et moi, je peux le confirmer. Non, il demanderait à être reconnu parce qu'il est tellement présent, son trauma est tellement présent dans l'arbre que toute la descendance en subit encore les conséquences et on le remet à sa place. C'est très, très bonne question, Amélie. On va le voir tout à l'heure d'ailleurs, hein. Oui, oui. Tout à fait. Avant d'introduire justement, Magali, votre consultante qui gentiment a bien voulu participer à ce live, du coup, vous allez étudier, l'arbre du coup de Magali. Joël, j'aimerais bien que tu parles, du détail qui tue dans ton travail. Bah, j'appelle un détail qui tue, je vais chercher dans chacune de mes consultations quelque chose que je ne peux pas savoir et que le défunt m'apporte sur un plateau, pratiquement, hein. Mais en l'occurrence, au niveau de ce travail-là, c'est hyper important. Autant sur une consultation, ça peut m'échapper parce qu'il y a des jours, j'entends moins bien ou je vois moins bien. En principe, non, mais bon, en principe. Mais là, c'est hyper important parce que sur une lignée, j'ai pas le droit de me tromper ou de raconter n'importe quoi. Ça, Mmh. c'est sûr et certain, hein.
Mais le détail qui tue, oui, c'est ce qui m'intéresse. C'est-à-dire que quand je fais ce travail-là, par exemple, je suis dans la même thématique que quand je fais une consultation. Papier, crayon, photo, je regarde, je pose, et là, comme une folle, j'écris. Alors, vous imaginez, là, on a une quinzaine de photos, hein, j'en ai sélectionné une quinzaine. C'est pareil, je suis complètement envahie, c'est écrit n'importe comment, et c'est Annie qui retrouve effectivement parmi tous ceux, puis je dessine, enfin, je suis complètement, pas possédée, c'est pas vrai, parce que je suis consciente, je sais que je suis là, mais j'ai l'impression totalement, effectivement, qu'on me fait écrire certaines choses. Je me dis, mais qu'est-ce que j'ai écrit? Pourquoi j'ai écrit ça? Voilà. Et que la personne ne peut pas, ne connaît pas non plus. Donc, quelquefois, elle dit, ben non, tu vois, tu as des réponses comme ça quand tu poses une question, mais moi, je peux aller confirmer, ben si. Ben, Toi aussi, finalement, Annie, tu as le détail qui tue aussi, de ton côté? Non, pas vraiment. C'est simplement des mécanismes en psychogénéalogie. Tout ce qui est actuel, ce qui se passe actuellement a forcément une résonance de ce qui s'est passé là-haut. C'est vraiment des mécanismes qui se font d'une façon pratiquement automatique. Mais quand Joëlle entend quelque chose, je fais très attention parce qu'elle va saisir le détail que moi je peux confirmer. Et pour la personne qui consulte, ben voilà, on lui apporte la confirmation d'abord que c'est bien son défunt avec qui elle est. Et ça, c'est très important. Pour le réconfort, pour la réparation, c'est très important. Ouais. Donc ça, alors, on va peut-être... Excuse-moi, Joëlle. Oui. On est dans le soin aussi. Bien sûr. Bon. Si vous êtes d'accord, on va peut-être accueillir Magali. Bien sûr, avec plaisir. Qui a accepté de participer à cette émission. Bonsoir Magali. Bonsoir Amélie, bonsoir Annie, bonsoir Joëlle. Bonsoir ma belle. Alors voilà, j'imagine que c'est un travail de longue haleine, j'ai envie de dire, quand vous faites ce genre d'études, quand vous allez analyser l'arbre de quelqu'un, donc ça doit créer des liens aussi. Ah, bien sûr. Bien sûr. Et il faut surtout qu'elle... Enfin, moi, je sais que je suis, à un moment donné, je le sais, je suis insupportable. Mais je crois qu'on a été toutes les trois, à un moment donné, on était insupportables. Parce qu'il y a eu un moment, on s'est Ils comprennent. Moi, j'entends ça, il faut absolument qu'elles le comprennent. Parce que, si tu veux, moi, je n'ai pas envie de passer une nuit avec les uns ou les autres. Ce n'est pas possible. Il faut que je remette ça en place. Voilà. Et du coup, Magali, qu'est-ce qui t'a amené à consulter Joëlle et Annie? Alors, qu'est-ce qui m'a amené? Je dis, il n'y a jamais de hasard. Déjà, j'ai fait connaissance en fait avec le livre de Joëlle par le biais de Facebook, voilà. Et je suis rentrée dans le groupe de Joëlle et donc je suis arrivée dans ce groupe et dans ce moment-là, en fait, il y avait eu la généalogie justement de David So. Qui est dans le chat, hein, je confirme. Voilà, donc je remercie David et je remercie ses défunts, voilà. Parce que en fait, j'ai été parcourue par un frisson vraiment pour son histoire qui a fait résonance avec la mienne. Et donc, tout de suite, je me suis sentie poussée, mais vraiment poussée à contacter Joëlle. Et ça s'est fait naturellement et très rapidement. Et donc, le travail s'est mis en place. Voilà. Mais il y avait cette envie derrière déjà depuis un long bout de temps, quoi. Hein, que moi, il y avait beaucoup de... Enfin, mon intuition ne me trompe pas. Il y avait beaucoup de questionnements. Et donc, du coup, je suis contente du travail que j'ai pu faire avec Joëlle et Annie parce que ça a réconforté, en fait, mon questionnement et cette intuition, ça l'a vraiment réaligné dans ce que je suis et ce que je ressentais depuis le début, en fait. J'imagine que cette sensation, et c'est ce qu'il y a de plus fort, hein, d'ailleurs, quand on ah ben oui, parce que je vois le médium, c'est vraiment cette sensation que c'est vrai, c'est réel, l'information est vraie, c'est un sentiment qui est inexplicable. Complètement, ouais. Je vous dis, j'étais vraiment parcourue par des frissons et vraiment très 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 fort et donc je me suis pas posé une question, j'ai vraiment été vraiment littéralement poussée pour faire ce travail avec Annie et Joëlle.
Et puisque tu parles de travail, justement, j'imagine qu'il y a un travail après aussi. Tu Ah, reçois l'information, tu peux pas juste la garder et te dire: «OK, il s'est passé ça dans ma lignée et puis, c'est bien pour eux». J'imagine que derrière, est-ce que tu as fait des ajustements dans ta vie? Est-ce que tu as eu des prises de conscience? Qu'est-ce que ça t'a amené finalement tout ce travail avec Annie et Joël? Des prises de conscience, oui, forcément. Et puis, des réajustements, pas pour le moment. Je peux pas dire pour le moment, mais les prises de conscience, oui, ça m'en a donné. Annie? Oui, simplement, la prise de conscience, je la transforme en mise en conscience. C'est-à-dire que la mise en conscience libère l'inconscient qui taraudait de toute façon Magali, puisqu'elle était à la recherche de ses origines. Hein. Donc, c'est que l'inconscient taraude, mais une mise en conscience libère déjà l'inconscient. Voilà. Joël, tu veux ajouter quelque chose? C'est un travail qui est enfin, je veux dire, comme on ne parle pas la même langue, toutes les trois, moi, je me perds, moi, dans les branches de l'arbre, je me perds partout, en fait, parce que moi, je suis dans quelque chose que je vois, mais qui n'est pas un arbre généalogique. Moi, c'est des personnes. Donc, il faut aussi que je m'ajuste pour parler la même langue que Annie. Et très souvent, je revais vers Magali et je reprends tout à zéro. Je colle les photos sur mes portes, j'essaie de monter l'arbre et de voir qui est qui par rapport à ce que j'entends. Et là, je crois que là, j'étais au bout de ma vie. Là, sur cette à 3 Moi reprises. aussi, moi aussi, on vous explique après pourquoi. On s'est vu d'ailleurs à comment ça s'appelle, à Cancale, c'est ça, quand j'étais en vacances, comme elle n'était pas si que ça, elle est arrivée avec tout son bazar, tous ces trucs, tout écrit, j'ai pris des photos et tout, mais je ne comprenais toujours pas. J'arrivais pas à visualiser ça. Je voyais les défunts avec ce qu'ils me disaient, mais je ne visualisais pas qui est qui et qui. Pour moi, ça n'a aucune importance. Voilà. Mais voilà, donc c'est compliqué et complexe. Ce qui fait que ça me demande un peu plus de temps. En plus, bon, j'ai d'autres consultations, mais ça me demande un petit peu plus de temps parce qu'il faut que je saisisse, que ça soit une logique, hein, comme l'arbre pour Annie. Et pour moi, c'est pas facile. Alors, si vous êtes d'accord, on va peut-être rentrer dans le vif du sujet. Alors, vous pouvez poser vos questions dans le chat, c'est même recommandé si jamais vous avez des interrogations, si vous voulez avoir des précisions, s'il y a voilà, quelque chose qui vous vient. Je vais laisser en avant Joël, Annie et Magali, et puis j'interviendrai si jamais il y a une question importante à vous poser. Voilà, je vous laisse. À tout à l'heure. C'est toi, Annie, qui va commencer, bien évidemment. Non, c'est toi qui devais commencer, mais c'est pas grave. Mais la présentation, on l'a faite, donc de toute façon, tu vas aller sur ce que tu as écrit. D'accord. La parole. Oui, simplement, je voulais vous dire que la première référence du transgénérationnel, quand même, est biblique. Hein. En effet, il est dit, ce sont les pères qui ont mangé des raisins verts, mais ce sont les enfants qui ont eu les dents agacées. Donc, vous voyez, c'est déjà la première notion de transmission, de répercussion des traumas ou des faits qui ont été effectués par les ancêtres et dont les enfants en assument encore les conséquences. Hein, c'est simplement ça. Donc, Joël, tu voulais un petit peu commencer aussi dans ce sens-là, hein, dans ce que tu as entendu. Je voulais que tu mettes un peu l'accent, s'il te plaît, sur la référence biblique. Oui. Par rapport à cet arbre, hein, puisque on l'a abordé dès le début, hein, en disant qu'effectivement, sur cet arbre généalogique, tu trouves une première trace. Bien sûr. D'accord. Ok. Donc, cela nous permet d'effectivement de comprendre le chemin de vie de Magali. Et sur cet arbre, bien évidemment, ce qu'on a trouvé, c'est des choses non révélées, bien cachées, des morts suspectes, c'est ça? Bien sûr. Des enfants non légitimés. On fait référence à l'adultère, c'est ça? Tout à fait. Et un nom. Et un oncle. Ce que tu as entendu, hein? Oui, c'est un oncle. J'ai entendu un oncle, c'est-à-dire un acteur prépondérant.
Hein. Oui. Et je pense que dans cette famille, en fait, tout le monde sait, mais tout est caché. Hein. En premier lieu, je vais capter une femme, une vieille femme, qui me dit que l'histoire de cette famille lui file, alors je l'ai écrit fille, F-I-2-L-E, et je l'ai écrit file, F-I-L-E, le cancer, et que cette famille s'en nourrit. Elle parle des ancêtres et du sang transgénérationnel et transgénérationnel. Est-ce que tu peux nous expliquer, nous dire quelque chose, Annie? Ben, écoute, d'abord, j'aurais bien aimé la voir en ligne directe pour qu'elle nous explique clairement. Non, 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 je pense que. Elle est fort sympathique. Hein. Elle est fort sympathique. Oui, oui, oui. Je pense qu'elle emploie des symboles forts et que j'espère ne pas trahir ce qu'elle t'a dit, hein, ce qu'elle veut dire. C'est-à-dire, cancer, c'est quoi le cancer? C'est quelque chose qui ronge. Le sang, nous parlons bien, on dit être du même sang, hein, donc c'est bien être transgénérationnel, de famille en famille. Cela pourrait, hein, là c'est une hypothèse de travail, cela pourrait peut-être signifier qu'un secret de filiation hante l'inconscient de cette famille. D'accord, Joël? Oui, je suis tout à fait d'accord. Je pense ne pas la trahir, hein, cette gentille dame. Je pense, oui, aussi. Hein, voilà. Ouais. Ce qui nous a, enfin, moi, ce qui m'a interpellée dès le début, c'est cette férocité avec laquelle Magali a cherché toutes les dates, tous les lieux, toute l'histoire de chacun, a essayé de trouver, en allant sur les collatéraux, en allant sur tout le monde. Donc là, j'ai dit, on ne va jamais s'en sortir. Là, c'est une évidence. Hein. Elle se pose plein de questions. Elle est même habitée par une souffrance. Enfin, moi, je l'ai captée comme une souffrance. Il fallait, c'est une question de vie et de mort. J'ai eu l'impression que c'était très important. Hein. Donc, avec une nécessité d'aller jusqu'au bout, parce que quelque part, c'était peut-être l'arbre qui le demandait, Annie? Ah oui, tout à fait. Quand l'arbre veut s'imposer et que l'inconscient veut être mis justement en avant et en conscience, il va tarauder, il va faire tout le nécessaire pour venir s'imposer. Hein. Mais il y a une chose que tu avais écrite là, je ne sais pas si tu l'as sous les yeux, oui. Une histoire transmise de génération en génération. Ce que tu as marqué, Joël, je voulais. D'ailleurs, je peux ajouter que, comme tu disais, Annie, que justement, quand l'arbre a besoin d'être révélé, à partir du moment où j'ai commencé à travailler avec vous deux et faire mes recherches généalogie, en fait, j'ai mon imprimante qui n'était pas allumée, qui a fait un nettoyage et qui, pour moi, en fait, j'ai eu comme si j'avais eu la validation de mes défunts que c'était OK. C'est voilà. Ce qui est apparu, Annie, je pense, c'est qu'on a eu, enfin, moi j'ai eu l'impression, mais je pense que toi aussi, en fait, Magali nous a dit qu'elle ne trouvait pas sa place dans cette famille. Oui. Et ça, c'est un élément prépondérant, c'est ça? Tout à fait. Mais je ne sais pas où tu en es là. Oui, elle s'attachait aussi, ce qu'elle m'a dit, c'est qu'elle s'attache à répertorier, elle répertoriait une histoire transmise de génération en génération, dont racontée, augmentée, falsifiée, cachée pour certains détails. Et voilà. Là, voilà. Et c'est là où encore une fois, le vocabulaire employé me fait intervenir parce que, écoutez bien, c'est une histoire qui est racontée, augmentée, donc c'est-à-dire qu'on augmente l'importance de l'histoire. Falsifiée, c'est qu'il y a du faux. Caché, c'est que c'est bien caché pour certains détails. Donc, il y a des histoires, est-ce qu'elles sont vraies? Mais je voulais juste dire à un moment donné, quelquefois, on raconte de famille en famille, une histoire qui se raconte de famille en famille, celui-là, il n'est pas le fils d'un tel, même si ce n'est pas vrai au départ, à force de l'entendre, le cerveau va se l'accaparer comme acquis. Nous sommes bien d'accord? Et dans ce que tu racontais, augmenter, falsifier, cacher, on a déjà tout ça. C'est là aussi, je vous montre l'importance du vocabulaire employé. D'accord? Donc, est-ce que les histoires sont vraies? D'accord? Point d'interrogation, hein? Point d'interrogation, d'accord? Ok, Joël.
D'accord. Et ce qui m'a interpellée aussi, c'est qu'à un moment donné, donc effectivement par ricochet, cette obsession presque, voilà, elle mange, elle boit, elle respire, Oui, arbre généalogique, famille, machin. Ce qui m'est venu, et c'est là que je dis effectivement quand, j'écris des choses et je ne sais pas ce que j'écris, je me suis vue écrire, enfin le titre de ce travail, sans savoir que c'était un titre, mais j'ai marqué: «Quand tu crois que c'est ta famille, mais que ça ne l'est pas tout à fait». Est-ce que tu as quelque chose à dire à propos de ça, Annie? ben oui, moi je l'aurais mis sous une autre forme, c'est-à-dire que les origines incertaines, et les Mmh. origines incertaines et leurs conséquences surtout. Mmh. C'est-à-dire que, et là on revient à tout le travail que nous avons fait avec Joël et moi, avec Magali, lors du travail, enfin moi je vais parler pour moi, que j'ai fait avec Magali sur l'arbre, il n'y a eu pratiquement que des confusions. C'est pour ça que je vous dis. Et ça, on le voit tout de suite en constellation familiale, quand quelqu'un ne sait plus mais qui je suis, mais où je vais, ou un truc comme ça, quand vous nommez quelqu'un pour prendre votre place. Et on le voit tout de suite en constellation. Mais là, j'ai pu le constater parce que Magali me mettait des époux qui n'étaient pas vraiment ensemble, qui pouvaient être d'un autre côté ou un truc comme ça. Mais c'était. Et je m'y perdais. Moi, je m'y perdais. Même moi, quand j'ai reproduit l'arbre, j'ai complètement supprimé Marie-Thérèse. Hein, donc voilà, donc l'arbre est confus, c'est parce que c'est pas clair. D'accord? Bon, d'accord. Et tu disais que le fait de se tromper, tu avais mis l'hypothèse que l'inconscient ici montrait qu'il y avait dû avoir adultère, c'est ça? Quelque part. Oui, c'est-à-dire que oui, il y a des enfants illégitimes, c'est-à-dire qu'il n'y a pas le sang, comme disait la petite dame, le sang transgénérationnel, Oui. ben, Mmh. il est coupé. Oui. Mmh. Il est coupé, hein, forcément. Donc ça, en général, quand on rencontre ça, c'est vraiment une hypothèse de travail. Et toi, tu l'as confirmé au niveau de ce que tu as entendu, hein, Joël. D'accord. Et tu nous as expliqué aussi, et enfin tu me l'as expliqué, que l'inconscient demande toujours à lever le voile, de toute façon. Oui, bien sûr. Bien Mmh. sûr. D'accord. En tout cas, la suite, enfin je veux dire, va nous révéler bien des choses qui vont confirmer effectivement le pourquoi de cette obsession, de ce mal-être, de ton parcours, Magali, en fait, un petit peu, hein, aussi, beaucoup, hein, et de cette façon, de cette quête que tu as à vouloir, à poursuivre toujours. On dirait qu'effectivement, il n'y a que ça, c'est obsessionnel, c'est tellement obsessionnel que ça en devient l'enfer. C'est l'enfer de ta vie. Hein, ok. Je suis obligée de raconter. Ouais, vas-y. Non, non, simplement, je note enfer. Oui, enfer, d'accord. Alors, donc là, il y a une partie où effectivement, je dis dans ma pratique, il y a quand même les noms et les prénoms qui sont des pistes intéressantes. Annie, et qui nous donnent des renseignements. Annie, tu peux nous expliquer? Oui, ben toi, tu avais déjà un petit peu travaillé, tu avais compris l'importance du nom, hein, du bois, donc une personne qui venait de la forêt ou du bois. Tu avais déjà cherché dans ce sens-là, effectivement, meunier, boulanger. Maréchal, celui Voilà, qui va s'appeler exactement. maréchal, meunier ou boulanger, c'est des noms effectivement qu'on remonte au Moyen Âge ou un peu Tout plus à loin. fait. Ou Tout à voilà, fait. des lieux aussi, c'est ça? Des lieux? Comment? Des lieux aussi, c'est Oui, ça? tout à fait, Des des montagnes. lieux, du pont, voilà, du bois, peu importe, Delgrange, voilà, ok, de la grange, ok. Ouais. Et on peut imaginer aussi que, à travers les âges, il y a eu beaucoup d'erreurs phonétiquement parlant. Les gens écrivaient d'une façon phonétique, et donc il y a beaucoup d'erreurs sur les noms qui se Bien sont sûr, bien sûr, ricochés, voilà. Hein? bien sûr. Excusez-moi, c'est une intervention de mon propre fait. Du coup, il y a une question qui me vient parce que vous parlez des noms et des origines des noms. Alors, c'est vrai, des noms comme Dubois, des noms, en Voilà. effet, qui peuvent même correspondre à des métiers, mais il est dit, alors peut-être que tu pourras me confirmer, Annie, qu'il y a des personnes qui portent des noms sous forme de prénoms. Par exemple, les gens qui s'appellent André, les gens qui s'appellent, je sais pas, Antoine ou Eric, que ça viendrait peut-être d'enfants de la DAS. Est-ce que c'est bien le cas? Est-ce qu'on peut peut-être mieux comprendre aussi son Oui, histoire à travers ça? ça peut être, hein, ça peut être. Hein, de toute façon, là, les prénoms sont donnés en fonction des personnes qui sont à la DAS, donc quelquefois donc en fonction de leur propre vécu.
Hein. Ils vont peut-être donner un prénom ou un nom en fonction d'un référent dans leur arbre ou d'un référent de grand-mère. C'est voilà, celui qui va donner le nom. Je pense qu'à une certaine époque, il n'y avait pas une concertation. Hein. Il n'y avait pas de concertation. Hein. D'accord? Alors, moi, si je peux rajouter quelque chose, quand j'ai fait des recherches sur mon propre arbre, Annie, j'ai travaillé donc avec des personnes qui travaillaient pour un cabinet notarial, donc des généalogistes qui effectivement étaient habilités et puis qui savaient rechercher, m'ont expliqué qu'en fait, très souvent pour la lignée, effectivement, on va donner, moi je vois par exemple, dans ma famille du côté de mon père, tous les mâles s'appellent Édouard. Voilà. Et on a une facilité pour retrouver, plus on avance dans le temps, retrouver parce que usuellement, on faisait ça. À partir d'une certaine époque, paraît-il, on faisait ça. On donnait le prénom de la grand-mère, le prénom du grand-père, toujours. Donc, c'était plus facile aussi oui, pour... quand c'est connu. Voilà. Quand c'est connu, en fait. Oui. Et comment vous prenez en considération les cas d'adoption, que ce soit des adoptions plénières ou des adoptions de cœur? Parce que parfois, on a un grand-père qui n'était pas forcément notre grand-père biologique et qu'on a considéré comme tel. Pareil pour une mère. Est-ce que ça rentre en compte dans votre travail? Il va faire partie de l'arbre. Hein. Il va faire partie de l'arbre, mais le grand inconnu restera toujours présent. Et c'est là où il faut le dénicher. D'accord? Voilà. Comme moi, je vais toujours en médiumnité, je vais toujours chercher ce que j'appelle les enfants perdus, les petits anges, c'est-à-dire les fausses couches ou les IVG, les choses comme ça. Voilà, parce que c'est très important. Ça me donne une indication comportementale sur la lignée, bien que au prime abord, quand je fais une consultation en médiumnité, ça ne m'intéresse pas, mais ça me donne une indication sur ma consultante, sa place et la place qu'elle donne à sa fratrie. Voilà, tout simplement aussi. Hein? Tout à fait juste, tout à fait juste. Voilà. Dernière question pour rester dans ce sujet-là, avant que vous continuez, celle du langage utilisé. Dunja nous dit, je me permets de rebondir sur la linguistique. Est-ce que tout ce travail est possible, compréhensible lorsqu'il s'agit de personnes ou d'ancêtres étrangers? Oui. Moi, je peux répondre. Il parle ma langue. Oui, il parle la même langue. Moi, je n'ai pas d'anglais, même si je fais des consultations pour Portugal, l'Australie, des choses comme ça. Les défunts qui se présentent parlent ma langue. Ils se font comprendre. Et comme moi, je travaille sur les prénoms, sur les dates de naissance, sur les métiers, sur les maladies, bien sûr. L'étranger peut être tout à fait parmi nous, de toute façon. Bien sûr. Bien sûr. Je vous laisse continuer. Alors, je vais continuer sur quelque chose qui m'a interpellée aussi assez rapidement. Donc, tu t'appelles Magali. Oui. Et dans un premier temps, je suis restée toute une journée en arrêt, tu sais, comme un truc. Puis après, j'ai téléphoné bien sûr à Annie, mais parce qu'il y avait une question qui était dans ma tête et qui ne voulait pas en sortir, comme une obsession. C'est-à-dire, tu m'as filé ton obsession. Parce que je me suis vue écrire Magali IE et Magali I. C'est inconscient. J'écris une fois IE et une fois E. Hein. Et donc, je voulais savoir, dans un premier temps, j'ai essayé de chercher l'étymologie du prénom Magali. Parce que je sais que dans ce cas de figure-là, à ce moment-là, quand on me met à 2 reprises, on me fait écrire à 2 reprises ton prénom d'une façon différente, c'est qu'il y a quelque chose qui est important et que ce n'est pas par hasard que tu t'appelles Magali. Alors, simplement déjà, Joël, et c'est là où c'est toujours les détails qui tuent. Je suis toujours très étonnée de la puissance de captation des détails. Tu écris une fois Magali I, une fois Magali IE, et ben c'est tout simplement parce que Magali est un prénom mixte. Donc voilà. Et les prénoms sont porteurs de l'histoire. Il ne faut pas l'oublier, les prénoms sont porteurs de l'histoire du clan. Magali répond à l'attente de ses parents. Hein, Et alors Magali est la forme provençale de Marguerite. Marguerite qu'on verra après, que Joël aura aussi, qu'elle captera. Donc elle a forcément un lien, hein, puisque tu as le prénom, on t'a donné le prénom
provençale de cette grand-mère. Donc le lien est là effectivement. Et on verra un petit peu son histoire aussi. Donc tu verras un petit peu. Et la mémoire de ce prénom nous confirme tout ce que Joël a déjà entendu, puisqu'il parle des enfants morts jeunes, d'adultère plus exactement, d'enfants adultérins, ce qu'on a vu tout à l'heure, ce que Joël avait entendu. On nous parlera aussi de maladies de peau, Magal. Et tu nous as dit que avec une sensibilité incroyable, si tu veux, vous aviez déclenché d'une façon générationnelle sur des stress un psoriasis. Oui. Voilà. Et donc Magal, donc ça parle de peau, c'est le toucher, c'est voilà, on n'a peut-être pas été assez touché, voilà. Donc voilà. Et moi aussi, je voulais revenir sur la précision de mon prénom par rapport à Joël, c'est extraordinaire à chaque fois. Elle nous épate à chaque fois. C'est vrai que moi, je suis très on va dire, je vais très à cheval sur l'écriture de mon prénom. Je ne supporte pas qu'on me rajoute un E. Ah oui, tu m'as fait une réflexion. Voilà, plusieurs reprises. Et notamment, j'ai eu cette compréhension aussi, parce que mes parents, en fait, ont eu cette déception quand je suis arrivée. Un garçon. Voilà, ils attendaient un garçon. Donc, Magali, on attend un garçon. Voilà, le fait que maintenant j'ai appris que c'était un prénom mixte, finalement, ça peut porter à confusion. C'est plus confortable. Voilà. Moi, j'ai mis un petit truc un petit peu supplémentaire, c'est-à-dire jumeaux, point d'interrogation, on le verra après. Parce que c'est pas possible. Je l'écris de deux façons différentes. Tu m'as dit au masculin, donc c'est forcément ça. Mais tu vas nous expliquer après. Là, pour l'instant, j'aimerais, Annie, que tu nous expliques ce que c'est qu'un conflit intérieur. Un conflit intérieur. Tu nous parles d'un conflit intérieur. Oui. Celui qui est touché. Est-ce que tu peux aller plus loin dans ça? Oui, c'est-à-dire que là, on va prendre ce que je viens d'expliquer. Quand on entend le prénom Magali, on entend Magal. Donc, c'est ce qui reflète un conflit intérieur, c'est-à-dire un conflit du toucher. Et il déclenche des psoriasis au niveau d'un stress, d'accord? Mais ça, tu vois, comme quoi le prénom est vraiment porteur de la mémoire du clan. Et on ne donne pas, ne croyez pas que vous allez donner un prénom par hasard, c'est tout le clan qui le donne. D'accord? Oui, comme on dirait très souvent dans les consultations, j'ai une consultante qui s'appelle Sylvie. Et je sais qu'avant, il y a une fausse couche ou une IVG, parce que l'inconscient va appeler l'enfant s'il vit. Voilà. Si elle vit, c'est pas sûr. Ouais, si elle vit, c'est pas sûr. Voilà. Amélie. On a une question d'Angélique sur les grossesses gémellaires, puisqu'on est dans le sujet encore. Bonsoir à tous et toutes. Pour quelles raisons des grossesses gémellaires s'interrompent sur un arbre et du coup, il n'y a plus que des jumeaux perdus? Oui. Alors, je lis bien. Pour quelles raisons des grossesses gémellaires s'interrompent sur un arbre? C'est-à-dire que, cette dame veut bien dire qu'elle a fait des fausses couches sur des jumeaux, c'est ça? Moi, d'après ce que je comprends, c'est pourquoi est-ce que les jumeaux ne sont pas pris en compte dans l'arbre et que du coup, ça devient des jumeaux perdus. C'est ça que je comprends, des grossesses peut-être qui s'interrompent. Qui s'interrompent, d'accord. Les fausses couches, Voilà. Alors, encore une fois, ce que l'on trouve dans l'actuel, ça s'est produit avant. Et donc, on verra tout à l'heure, de toute façon, ce sera très, très parlant avec l'arbre de Magali. Ce qu'elle a vécu, elle, avec ses enfants, ça s'est passé avant. D'accord? Donc, s'il y a des grossesses gémellaires qui se sont interrompues, c'est parce qu'il y a eu des jumeaux aussi, des enfants qui sont morts. Donc, le cerveau, qu'est-ce qu'il va traduire? C'est pas la peine de mettre au monde puisque les autres sont décédés. Et du coup, ils ne sont plus inscrits dans l'arbre, donc ils disparaissent complètement finalement. C'est là l'intérêt. Vous verrez le travail quand même. Je voulais mettre en exercice le travail de Magali qui, elle, a donné un prénom à ses enfants, à ses fausses couches. Et je trouve ça excellent. Et donc, d'ailleurs, pour cette personne, peut-être qu'elle peut donner des prénoms. Ce serait intéressant qu'elle donne des prénoms. Et moi, d'ailleurs, dans mes consultations, dès que je suis en présence et je les vois arriver, ces enfants perdus, je conseille, enfin, je demande à la consultante, demain, après-demain, quand ça viendra comme ça,
qu'elle donne un prénom à cet enfant-là ou à ses enfants quand on en voit plusieurs. Tout à fait. Quand je ne vois pas le sexe, de temps en temps, je ne sais pas si c'est un garçon ou une fille. De temps en temps, c'est très rare. Hein. Tu donnes le prénom d'Amélie ou de. Pardon. Mais qu'est-ce que vous me faites porter là? C'est le prénom le premier qui viendra qui déterminera le sexe pour moi, parce que je n'ai pas d'autre explication ça. Mais je fais prendre conscience en consultation que c'est une âme, c'est quelqu'un de vivant. En tout cas, moi, je le vois arriver vivant. Oui. Donc, il faut le prendre en compte. Donc, exactement. Donc, s'il se montre en toi, c'est bien. Et moi, c'est intéressant ce que tu dis. S'il se montre à toi, c'est bien qu'il doit exister dans l'arbre. Exactement. Donc, voilà, c'est très, très important ce que tu dis. Donc, c'est une indication peut-être que Joël pourrait recevoir, que toi, tu vas prendre en compte dans ton travail pour pouvoir l'ajouter à ce moment-là. Ah oui, D'accord. on va le chercher, oui, bien sûr. Je me rappelle une constellation familiale où la première que tu m'as fait faire, où tu m'avais fait descendre dans un puits, c'est ça? Enfin, métaphoriquement parlant, pour aller chercher les enfants qu'on avait balancés dans le puits. Là, c'était... voilà, il fallait effectivement les faire. Une constellation familiale avec Joël, c'est hyper parlant. Hein. Alors, Magali, est-ce que tu es toujours avec nous? Parce que oui, je vois je suis que... revenue avec vous. Ah, par le son. Par le son. Alors, par contre, je ne sais pas où est-ce qu'il faut que je... Alors, attends. Alors, le mieux, Magali, c'est que tu sortes peut-être et que tu reviennes. Ça y est. Ah, c'est bon, d'accord. C'est parfait. On continue? Excusez-moi. Je vous laisse continuer. Allez. À ce stade-là, la consultation, parce que effectivement, je suis toujours en consultation, je suis intriguée par quelque chose que je vois et émue dans un premier temps parce que la première photo que je regarde et que Magali m'a soumise, c'est celle de sa maman. Hein. Et je suis donc, je dis, intriguée et émue tout simplement parce que je sais que c'est sa maman, mais c'est une petite fille qui vient. C'est une petite fille qui se présente et avec qui je vais communiquer. Voilà. C'est-à-dire que, et cette petite fille qui est là, marche, elle est petite, je la vois, elle est très petite, elle me dit qu'elle a des petites jambes et elle porte un seau sur ses bras et elle me dit qu'elle va chercher le lait. Et Magali, qu'est-ce que tu me dis à ça? C'était complètement ça. Maman allait chercher le lait à la ferme avec son seau de lait, voilà, en fait, son pot pour aller chercher le lait à la ferme quand elle était toute petite. Mais oui, j'ai trouvé ça très émouvant de voir cet enfant-là. Pour vous dire qu'en consultation, même si vous me présentez des photos d'adultes, ils peuvent choisir de venir sur quelque chose de particulier. Et en effet, là, j'ai en même temps une émotion, parce que j'ai des émotions, bien sûr, quand je suis en consultation, une émotion de tristesse, de grande tristesse, qui saisit mon cœur de maman, tout simplement, parce que cette petite fille me dit qu'elle a été frappée. Magali, tu peux nous dire quelque chose? Qu'elle est maltraitée? Oui, complètement. Complètement. Elle a une maman qui est très autoritaire, très colérique, voilà. Et donc, les coups viennent très régulièrement. Je les sens physiquement, hein. C'est pour ça que c'était émouvant. Cette partie-là était très émouvante. Ouais. Et quelque part, cet enfant me traduit son incompréhension d'enfant, d'être traité comme ça. Hein. Et je vais même rajouter que j'ai perçu qu'elle a subi des abus. Alors, ça, les abus, elle n'en a jamais parlé. Après, les coups, c'est vrai, elle m'a souvent parlé du martinet qu'il y avait chez eux. Voilà. Et quand tu parles qu'elle avait cette incompréhension par rapport à cette réaction, je sais qu'une fois, elle m'a stipulé aussi face à son père qui se disputait avec sa maman, en fait. Et elle lui a même fait une réflexion, lui dire, mais pourquoi tu te laisses faire? Et voilà, il lui a répondu, voilà. Mais il lui a même clairement répondu, il dit, si je commence à répondre, je ne vais plus pouvoir m'arrêter. Donc, pour te dire que c'était extrêmement violent
cette violence-là. Ça, je le sais, hein. Très violent. Je l'ai senti, c'est pour ça que j'étais relativement assez triste à ce moment-là. Je suis triste. Autant sur l'autre partie, je vais rire, je vais avoir des éclats de rire, autant là, je ne suis pas bien du tout. Et puis, j'ai cette femme qui revient, donc vraiment une femme hein, d'un âge certain, et qui me dit, donc elle est vivante, on sait qu'elle est vivante, bien sûr, mais elle communique avec moi là, avec son âge, hein, et elle fait référence à une bague qu'on lui a volée. Elle sait qu'il a volé. Est-ce que tu peux nous en parler? Oui. En fait, quand ma grand-mère est décédée, donc la maman de ma maman, hein, sa sœur s'est accaparée d'un bijou que ma mère aurait souhaité avoir. Et sa sœur ne s'est jamais en fait mis en accord avec ma mère et l'a subtilisé comme si pour elle c'était tout à fait normal que ça devait lui revenir. Donc elle a volé cette bague et elle a fait en sorte, en plus en niant qu'elle ne savait pas où était la bague. Donc encore un mensonge. Et ça c'est une tristesse exprimée aussi. Hein. C'est ça, elle était très triste. Hein. Voilà, c'est toujours le cas puisque on sait que donc on travaille sur les autres, c'est-à-dire les vivants pour moi, c'est-à-dire pour vous les défends, mais qu'en même temps, là, à la fois, c'est une petite fille qui vient me voir et c'est une femme d'un âge mûr qui est toujours vivante et qui me parle de ce qui l'anime encore. C'est-à-dire que je pense que quand elle partira, ce sera toujours là, quoi. Et tu as raison, parce qu'elle en parle sans arrêt. Pour elle, c'est un traumatisme, cette disparition de bague. C'est vraiment un traumatisme pour elle. Alors, je ne sais pas quelle signification cette bague avait pour avoir à vouloir autant se l'acquérir, que ce soit par l'une ou par en fait, les deux sœurs, en fait, hein, quand on y pense. Il y a certainement une histoire derrière cette bague, parce que voilà, c'est le questionnement que je me suis posé, moi. Je ne sais pas, moi j'ai entendu ça. Est-ce que ce sont les deux sœurs que tu as entendues, Joël, qui ont été abusées? Oui. Alors, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais la sœur, effectivement, me dit qu'elle aussi a été abusée. Alors, ça me vient maintenant, hein, juste une petite, parce que je ne me souvenais plus de cette histoire de vol de bague, mais entre vol et viol. Et viol, oui. D'accord. Voilà. Et ça se passe entre les deux sœurs. Hein. Et ça se passe entre les deux sœurs, oui, tout à fait. Hein. Et il y a alors, je continue donc ma consultation. Vous imaginez, j'ai des photos, des choses comme ça. J'en ai éliminé parce que 82, c'était vraiment trop. Trop de monde à me parler en même temps, c'était plus possible. Et j'entends quelque chose qui me surprend. Mais je l'entends et je l'écris en même temps, puisque je le vois arriver, je le vois passer. J'écris herbe verte, marguerite, point d'interrogation. Alors là, pour moi, j'interpelle Annie. C'est-à-dire que j'ai appelé Annie, je lui dis, Annie, j'ai écrit ça, ça te parle? Bien sûr, bien sûr que ça me parle, Marguerite, parce que d'abord, premièrement, parce que si une personne se présente à toi, c'est qu'elle est importante. Hein, je suppose qu'elle a son importance, elle a quelque chose à dire. Et que, effectivement, comme je l'ai dit tout à l'heure, Magali est la forme provençale de Marguerite. Hein, et là, on parle donc de ton arrière-grand-mère. Hein. C'est ça. De ton arrière-grand-mère. Hein. Donc, qui est en lien déjà par le prénom. Donc, sa vie est importante, ses traumas sont importants, et par des loyautés inconscientes, tu es peut-être aussi fidèle à son histoire, quelque chose. Donc, à un moment donné, tu dis, Marguerite, c'est ton histoire, moi, je récupère la mienne. Hein. Donc, ça, c'est important. Et le prénom de Magali, il porte la mémoire, comme on a dit tout à l'heure, de problèmes d'avortement, de morte en couche. Alors là, je reviendrai après parce que pour moi, c'est un gros traumatisme dans l'arbre. Et Joël a entendu de faiseuse d'ange, d'accord? Donc on parle d'avortement et Joël a entendu à un moment donné faiseuse d'ange. Ce prénom raconte aussi l'histoire d'enfants, mais beaucoup d'enfants qui sont morts jeunes. On le verra après. Hein. Voilà. Alors je continue. On nous parle aussi, moi j'ai entendu quelque chose... Alors, quand je dis on nous parle, oui, on me parle de mémoire d'alcool. Ce qui est une évidence pour moi. Si je m'écoute prononcer ton nom de famille qui est Giboire,
Donc, je me suis dit, bon, allez, Joël, arrête de failloter. Mais ce que je me suis dit, c'est que parce que je me suis renseignée, j'ai posé des questions et on est peut-être sur une difformité d'un nom. Je ne sais Oui. pas. Hein. Mais il pourrait signifier, c'est ça que tu m'as dit, celui qui verse à boire. C'est ça? Générosité, hospitalité. Ça. C'est ça que tu avais trouvé? Mais il y a sur cette lignée, j'en suis sûre, une mémoire d'alcool et une mémoire très très présente. Hein. Et justement, Annie, tu nous en as parlé plus haut, c'est ça? Oui, bien sûr. Les prénoms confirment la mémoire d'alcool, hein, d'alcoolisme. Hein. Voilà. Et Magali, tu m'as précisé quand même que le père de ta grand-mère paternelle buvait plus que de raison. Complètement. Et cette mémoire est inscrite sur les frères, les sœurs, les mamans, tout. Tout le monde, oui. On a soif dans ta famille. C'est ça. Très, très soif. Tu peux nous éclairer un petit peu, non? Oui, tu peux confirmer? Ah, mais je confirme totalement. Et absolument, tu as complètement raison. Ben oui. Hein. Alors, je reprends mes petits papiers parce que moi, j'adore écrire et il faut que j'écrive, sinon j'ai une mémoire de poule. Hein, voilà. Et à ce stade-là, bien évidemment, mais ça, vous imaginez, ça s'est passé sur combien de mois, Magali et Annie? Sur 6 mois, au moins? Oui, à peu près, ouais. Oui, alors là, ça paraît simple, mais si vous aviez vu toutes les pages par terre, partout, de gribouillage, vous auriez été offusqué. Voilà. Et là, j'entends à un moment donné quelque chose que je vois et que j'entends et que j'aime pas du tout. C'est-à-dire que j'écris comme ça, clair-obscur, grimoire, arrivé de l'enfer. Il est fait référence à quelques pratiques occultes et on parle même, j'entends, faiseuse d'ange, ce que tu disais tout à l'heure. Hein. Et à un moment donné, je le sais parce que je l'ai vu passer, c'est Magali qui écrit à Annie quelque chose d'intéressant qui pourrait nous éclairer. C'est-à-dire que Magali va prononcer une petite phrase, c'est ça Oui, c'est pas tellement qu'elle me prononce. Je demande souvent que les consultants ou consultantes écrivent parce que, comme je vous le dis, tout l'inconscient se traduit également là-dedans. Et il y a quelque chose qui m'interpelle, et quand ça m'interpelle, c'est que ça doit être interpellé. Elle m'écrit au moment de ses accouchements, elle m'écrit qu'elle entend nom de Dieu, c'est-à-dire nom, N-O-N. Tu m'écris N-O-N de Dieu. Au lieu de nom, N-O-N, comme c'est la formule maintenant, qui exprime la colère. Nom de Dieu, ça exprime la colère maintenant. Mais le nom de Dieu, N-O-N, initial, signifiait qu'on reniait Dieu. D'accord ? Et là, pour moi, on parle, et je mets avec beaucoup de douceur, avec beaucoup de petits sortilèges, hein, parce que les petits sortilèges, c'est quelquefois quelque chose qui s'est passé à un moment donné, et puis en descendant comme ça, c'est mal interprété, l'interprétation n'est pas bonne et tout ça. Donc, je précise petit sortilège. Hein. Donc, voilà. Quand un drame se produit, et là on va en parler après, quand un drame se produit, là au niveau du premier Joseph, si tu veux. Certains pensent, comme là, il perd sa première femme, 1 an après, il perd sa deuxième femme morte en couche, mais imaginez un petit peu, vous vous mettez un petit peu, vraiment par empathie, vous essayez de vous mettre dans les chaussures de ce brave Joseph qui dit, et même son entourage, on nous a jeté un sort. C'est un coup du sort. Voilà. D'où le petit sortilège. Et comment ça se traduit, ça c'est à la 5e génération, là. Donc, cette mort, moi, je pense déjà que la première, au bout d'1 an, est morte aussi en couche et que le bébé n'a pas survécu. Pour moi c'est ça. Donc, la deuxième meurt en couche également et l'enfant mourra aussi peu après. Hein. Donc, vous voyez le trauma de cet arbre, c'est vraiment un coup du sort.
Et donc, ça peut se traduire effectivement sur un sortilège, sur un petit sortilège. Ça peut être interprété comme ça à l'époque déjà. Hein. Il faut se remettre dans les chaussures de Joseph et puis à l'époque aussi. Donc, vous pouvez penser, c'est un coup du sort, qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi deux fois la même chose? Donc, ça peut se traduire aussi au niveau des générations et des générations. Et comme toi, tu es en lien avec tout ce drame-là, on le verra après, les difficultés de tes accouchements, Magali. D'accord? Hein, les difficultés de tes accouchements. Et le nom de Dieu est dit par un médecin au moment de ton accouchement. Oui, complètement. Voilà un petit peu ce que je voulais dire au niveau de ce qui se transmet et qui peut se transmettre et avoir un sortilège. Vous savez, quand on dit une malédiction, par exemple, on a une malédiction, ça fait peur. Mais non, quand vous entendez bien malédiction, quelque chose a été mal dit, donc transformé. Okay, voilà. Voilà. Donc, voilà pour les fausses couches et les accouchements difficiles de Magali. OK? Donc, qui sont en lien avec moi. Donc, elle comprend effectivement certaines choses là maintenant. Ensuite, j'ai été à un moment donné sur une mémoire qui m'a emmenée. Alors là, bon, je me suis dit, je fume trop la moquette, mais bon, peut-être pas. Je suis sur l'histoire des Cathares. Et j'ai marqué « On détruit la Bastille ». Et bien évidemment, Magali, tu n'as pas de… Donc, je me suis dit que ta lignée, à un moment donné, était peut-être à la Bastille, en train de détruire la Bastille, ou étaient des Cathares. Je ne sais pas ce que tu peux expliquer, Annie, non? Tu as quelque chose? Simplement, là, je me réfère encore au prénom, si tu veux, parce que, comme je vous ai expliqué, les prénoms portent la mémoire du clan. Et sur le prénom de Marguerite, c'est-à-dire l'ancêtre de Magali, avec qui elle a un lien de toute façon, sur le prénom de Marguerite, Marguerite porte la mémoire de guerre de religion. Donc, les Cathares, ouais, c'est pas mal. Ça pourrait très bien être. Là, on a une confirmation sur les prénoms. D'accord? Ensuite, il y a une autre mémoire qui est arrivée. Celle-là, c'est la mémoire de brûler. Quelqu'un ou quelque chose de brûlé. Et j'ai marqué, je crois que Magali a été brûlée. Alors, peut-être pendant les Cathares, j'en sais rien. Qu'est-ce qui se passe à ce niveau-là? Donc, ça te fait penser à quelque chose, Magali? Oui ou non? Complètement. À l'âge de 2-3 ans, j'ai été brûlée. Voilà, enfant. Tu nous expliqueras mieux tout à l'heure? Oui, complètement. Oui, parce qu'il y a une petite chose derrière qui va complémenter là. C'est-à-dire qu'effectivement, j'ai un premier jet et quelques semaines après, voire quelques mois après, j'ai un autre jet. J'ai encore… L'histoire continue. C'est-à-dire qu'on continue à me montrer les détails du jour où tu es brûlée. Oui. D'accord, hein? Oui. Alors, comme je dis, dans cet arbre, et comme Annie nous l'a dit justement, il y a une énorme symbolique. Et moi, j'ai marqué une énorme ambiance quand même. Hein. Il y a une belle ambiance dans cet arbre. J'aime beaucoup. Moi, j'aime beaucoup les gens que j'ai rencontrés. Il y a une énorme ambiance. C'est pas la teuf, mais c'était pas mal. Hein. Et j'entends là fonds baptismaux. Alors là, je me suis dit, bon, ça va pas du tout. Là, je suis chez les Cathares, machin, là. Et maintenant, fonds baptismaux. Est-ce que tu peux nous dire quelque chose à ce propos-là? C'est Annie qui m'a donné la… Peut-être, et après… Non, c'est Magali. Voilà, c'est Magali qui va nous donner ça. En fait, mon ex-mari avait le nom Fombertas. Et donc… fonds Bertas, c'était les fonds baptismaux en termes de traduction par rapport au nom de famille. D'accord. Il me semble que tu avais été chercher un peu plus loin aussi, puisqu'on avait trouvé Puy de Dôme, celui qui est originaire de fonds Bertas, c'est-à-dire la source de Bertas. C'est ça. En fait, quand j'avais commencé mes premières recherches généalogie, j'avais commencé avec l'arbre généalogie de mon ex-mari, et donc lui était originaire de l'Auvergne. Et donc, il se trouve que
cette source Font-Bertas se trouve en Auvergne. Et donc la signification du fonds baptismaux également. Oui, et à l'origine, on écrivait Fonte, F-O-N-T, Bertas. C'est ça. Et au 19e siècle, ça a été transformé. Le T disparaît. Tu as quelque chose à dire à propos de ça, Annie? Simplement, on retient pour tout à l'heure fonds baptismaux. D'accord? Oui. Ça va être très, très bien. Alors, je continue dans mes petits… alors, quand je suis avec des photos, non plus avec des photos, mais des défunts, je vais toujours suivre mon premier sentiment. Et mon premier sentiment quand je suis sur ce travail-là, c'est que les origines de Magali ne sont pas en France. Et de plus, on me montre et on me pointe du doigt les casques à pointe des Allemands, c'est-à-dire la Première Guerre mondiale, c'est ça, hein? Voilà. Les casques que portent les Allemands pendant la Première Guerre. Et Magali, tu vas me préciser quelque chose qui est très intéressant à propos. Donc, moi, j'arrive, je te parle de casque à pointe. Et qu'est-ce que tu me dis? Eh bien, écoute, toute petite, mon grand-père collectionnait des casques allemands, en fait, voilà. Et je jouais avec toute petite à faire ma tambouille dans les casques, voilà. D'accord. Et ce que je me dis, mais bien sûr, des fois, même une médium peut prendre des raccourcis. Je me dis qu'on ne collectionne pas, parce qu'ils faisaient la collection des casques allemands, des casques, on ne collectionne pas par hasard des casques, et notamment des casques allemands. Hein. Et je te repose la question, je te dis, est-ce que tu es sûre d'être française? Et tu me réponds, oui. Bah oui. Et Annie, qu'est-ce qu'elle en dit, elle? Parce que je me suis tournée vers elle, évidemment. Parce que j'ai une autre piste que j'ai vérifiée. Le nom de famille Giboire est d'origine allemande. Il correspond à Giboire. Le tien s'écrit B-O-I-R-E et là, il correspond à Giboire, G-I-B-O-U-A-R-D. La signification, c'est celui qui vient d'Allemagne. Donc, à un moment donné, certainement, un Allemand s'est retrouvé en Ille-et-Vilaine et on l'a nommé comme ça, Giboire, celui qui vient d'Allemagne. Donc, pour moi, les origines sont un peu allemandes quand même, mais ça peut remonter loin, hein, Magali. Hein. Oui. Oui, moi je vois les casques à pointe, mais on peut imaginer que c'est peut-être avant aussi. Hein. C'est une indication qu'on me donne, c'est-à-dire un chemin qu'on me fait prendre. J'entends aussi quelque chose, parce que là, on a beaucoup voyagé hein, sur cet arbre généalogique. J'entends les mots Pologne et Hongrie. Magali? Oui. Parce que je pose bien évidemment la question à Magali. Je dis pourquoi j'entends ça? Eh bien, en fait, petite fille, en fait, je disais que mon père avait des origines espagnoles et ma mère des origines polonaises. Annie, tu peux compléter parce que j'y comprends. Là, je suis. Oui, mais moi, dès le départ, de toute façon, avec les prénoms, et surtout les prénoms que Magali a donnés à ses enfants, moi j'ai une piste de toute façon et je n'en démords pas. Tu m'as raconté la même histoire, c'est-à-dire que Joëlle a entendu, elle comme ça, concernant les origines de la famille. C'est-à-dire que pour moi, les origines, on verra après, tu as donné à tes enfants pratiquement des prénoms juifs, d'accord? Oui. Donc pour moi, forcément, il y a des origines juives, de toute façon dans la famille. Et quand tu racontes cette histoire de la Pologne et de l'Espagne, mais les Juifs sont d'origine de Pologne, hein, pour les Ashkénazes, et d'Espagne pour les séfarades. Donc effectivement, moi quand j'entends ça, bingo, moi ça me confirme. De toute façon, Joëlle entend, toi tu dis, et moi je suis déjà sur cette piste-là, ok? Comme quoi l'inconscient d'une petite fille, hein, complètement.
mémoire. Ah, mais complètement, complètement. Et je reviendrai aussi sur le fait que tu as parlé de Malaga. Malaga Oui, te revient. Et c'est ça, revient. oui, et Malaga, de toute façon, les premiers à avoir occupé ce territoire-là, il faut savoir que c'était des Allemands. Exactement. D'accord. Voilà, Voilà. voilà, moi j'ai C'est fini. ça. Tu vois, quand tu m'as dit tout à l'heure, moi, ça ne me parlait pas. Hum. Je suis restée sur l'autre, Sur ce que tu as entendu, effectivement. mais pas sur ça. Hein. Voilà. Alors, il y a quelque chose encore qui me titille dans ce que j'entends toujours. Hein, et je l'écris vite, je l'entends. Et j'entends, je descends de la montagne, juif, Moïse, et tu te maries avec le calice. Ça, c'est important. Et je dis bien calice. Hein. Il y a encore une fois une énorme symbolique. Et j'entends qu'il y a un changement de religion. Probablement une conversion. J'écris, on légitime par le baptême. Tu te maries, j'écris toujours. Débile, hein, débile pour une médium. Tu te maries avec les reliques. Et je continue, je m'entends dire, et là, vraiment, excusez-moi de prononcer cette phrase, mais c'est ce que j'ai entendu. Et je vais vous dire, moi, mon nom Pfeiffer est un nom juif. Donc, je suis très à l'aise avec ça. Bien sûr. J'ai entendu quelque chose qui m'a surprise, mais que j'ai dû prendre en compte. Et j'ai marqué, ils sont tellement juifs qu'ils en sont malades et qu'ils l'effacent avec un tampon Gex. J'étais très mal à l'aise, bien évidemment, Magali, de te dire ça, mais je suis obligée de... J'écris ce que j'entends. Annie, tu peux nous expliquer? Oui, c'est-à-dire que quand tu écris cette phrase-là, on peut penser que de toute façon, à un moment donné, la conversion, ça a été une survie. Oui. Hein, il fallait échapper à quelque chose. On se souvient de l'histoire des Juifs espagnols hein, qui ont été persécutés et autres. Et à un moment donné, ils se sont convertis tout en continuant à pratiquer la religion juive. Hein, on les appelait les marranes. Et on est obligé d'épouser. Hein, tu te maries avec le calice, on est obligé d'épouser. Bien sûr, c'est cette phrase-là qui m'interpelle. Comme quoi, Joël, quand elle entend ça, tu te maries avec le calice, donc tu es obligé d'épouser une autre religion. C'est pour une question de survie. J'en suis persuadée. C'est pour une question de survie. D'accord. De toute façon, je pouvais le savoir tout de suite avec les... Est-ce que vous voyez le tableau? Il y a Alexandre, Sacha, Samuel, Raphaël, Luna et Jade. Donc, avec les prénoms juifs que tu donnais à tes enfants, forcément, moi, j'allais. Et ça ne m'a jamais trompée. Lorsque vous avez un prénom, même si vous ne le savez pas, il y a une origine juive quelque part, de toute façon. Hein. Donc, je vais peut-être parler aussi des enfants, des prénoms. Alexandre. Hein, Alexandre veut dire enfant non reconnu, mais ça dans l'arbre, hein, lui il a été reconnu. Et on entend dans Alexandre, qu'est-ce qu'on entend? Cendre. Et moi j'ai entendu brûler. Exactement, ça confirme exactement, c'est ce que je dis, ça confirme ce que Joël a entendu. Dans Alexandre, on entend dans cendre. Sacha, qui est une fausse couche, c'est une forme slave du prénom Alexandre. On retrouve un ascendant alcoolique sur l'arbre de cette famille qui porte ce nom, certainement. Samuel, hein, qui est sur la date d'Anne-Marie, on verra les enfants qui sont morts. Ce prénom hébreu porte une filiation non génétique, c'est-à-dire que, mais de celle de Dieu, c'est-à-dire que c'est pas la génétique. On a bien épousé Dieu à un moment donné, hein, d'accord? Enfant non reconnu dans l'arbre généalogique. Nous trouvons aussi une fausse couche, mais ça on parlera après. Et puis on a Luna et Jade. Mais Jade, tu as eu une poche vide, mais tu l'as nommée également, cette poche vide, et je trouve ça très intéressant, parce que moi, quelle piste ça me donne? Ça me donne le prénom de Jade, si tu veux. Donc, tu as eu des jumeaux, des jumelles, hein, que tu trouveras dans l'arbre. De toute façon, Joseph a été jumeau également. Alors, il s'avère que ce prénom de Jade est d'origine espagnole, qui signifie qu'il y a un ascendant qui est mort d'une façon atroce et qui demande à être reconnu, qu'on lui rende ça. Il y a un exilé qui réclame qu'on l'honore. D'accord?
et qu'on reconnaisse sa terre originelle. Et on retrouvera cette mémoire sur le prénom d'Auguste d'ailleurs aussi, avec de la violence sur les deux Augustes. Oui. Okay, voilà, pour tout ce qui est les origines juives, d'accord, de ton arbre. Okay. Joël. Alors, bon, donc là, on a un petit peu planté le décor général, mais après, là, on rentre dans le vif du sujet, en tout cas moi, pour ma partie, c'est-à-dire pour les personnes qui se présentent. Hein. Et le premier va m'expliquer qu'il a été abandonné par ses frères et ses sœurs, qui l'ont spolié, écarté. Il est seul, solitaire, errant, et je m'entends prononcer le mot vagabond. Magali, tu sais qui est ce vagabond? Oui. Ce vagabond, c'était le frère à ma grand-mère et on le surnommait le vagabond. D'accord. Il est enterré dans une fosse commune, c'est ça? C'est ça, et voilà, ils l'ont complètement abandonné. Voilà, et donc, jusqu'à... Il a beaucoup souffert de ça, hein, de cet abandon, de cette spoliation familiale. On ne parle pas d'argent là, on ne parle pas d'argent pour lui, hein, d'affect, d'affection et de sa place, si tu veux, dans l'art. On l'a complètement effacé. Moi, je t'ai effacé, voilà. Et jusqu'à sa mort, hein, voilà, jusqu'à même pas le faire revenir, puisqu'on l'enterre dans une fosse commune. Tout à fait. C'est très, très, très violent quand même. Hein. Oui, tout à fait. Eh ben, il l'exprime, hein, si tu veux, parce qu'il il veut me le dire, parce qu'il a quelque chose à dire, bien évidemment. Ouais. Tu veux rajouter quelque chose, Annie? Non, là, je n'avais pas à intervenir, de toute façon. La deuxième personne me raconte, elle, qu'il est mort empoisonné. Alors, je me dis, tiens, c'est bien. Un abandonné, fosse commune, un empoisonné. Je dis, cette famille est vraiment délicieuse. Hein, je trouve que, voilà. Annie va nous expliquer quelque chose là. Mais simplement, quand tu dis ça, qu'il y a quelqu'un qui se présente et empoisonné, moi je voulais juste poser une question à Magali. Est-ce que tu as des problèmes avec tout ce qui est médicaments ou autre? Est-ce que tu as des allergies? Ou est-ce que tu des grosses intolérances aux médicaments que mon corps... Effectivement. Quelqu'un était empoisonné, donc on va se méfier de tout et le corps s'en souvient. D'accord? C'est juste ça. Voilà. L'autre personne qui se présente arrive sur son tracteur. Je l'ai vu arriver, tranquille, sur le tracteur. J'ai dit, tiens. Et puis encore un autre. Alors, sur le tracteur, tu sais qui c'est? Oui. Qui? C'est un grand-père, en fait, voilà, qui arrive. D'accord. Il y en a un autre qui arrive et lui, il boite. Il y a un gros problème au niveau de la jambe quand même. Je me dis, oulala, tu sais qui c'est? Oui. C'est qui? C'est un frère à maman et c'est le dernier fils à ma grand-mère. D'accord. Tu parles de quel prénom là? Donc je parle de André Dominique. André handicapé, hein? Voilà. D'accord. Et alors lui carrément, il arrive donc il est très alcoolisé. Hein, oui. Il n'a pas changé et je vois pas pourquoi il changerait de toute façon. Hein. Et il me dit qu'il n'en avait rien à cirer en fait. Rien à cirer de rien. C'est le mot qu'il emploie. Hein. Et c'était sa mentalité aussi. Avec des mœurs particulières, j'ai marqué. Et il y a quelque chose avec son comportement avec les enfants. Et il est suicidaire. Il s'appelle comment? Il s'appelle André. Donc, comme je disais, c'était le dernier fils à Marie-Thérèse. Et donc, c'est vrai qu'il avait cet esprit, de toute façon, il se foutait de tout. Et il était très souvent, mais vraiment très souvent, alcoolisé. Donc voilà, et quand tu parlais de suicidaire, ça a été quand même jusqu'à... Bon, il a eu des accidents de voiture, il avait quand même un permis, il a eu des accidents de voiture. Voilà, et puis jusqu'à avoir un accident avec sa jambe aussi, puisqu'il est passé sous un bus. Un bus, tout à fait. Donc, effectivement, il lui manque un morceau de jambe. Voilà. Il est amputé. C'est pour ça que je le fais arriver. Voilà. Que tu voyais.
D'accord. Donc, il y a beaucoup de personnes qui se présentent, mais il y en a un qui est plus. Lui, j'entends le mot prison, prisonnier. Je vois les grilles. Oui. C'est qui? C'est le mari de la sœur à mon grand-père. D'accord. Donc, Lui, il était grave comme une porte de prison, hein, je peux te dire. oui. Ouais. Je sais pas. Mhm. Il y a quelqu'un d'autre qui arrive aussi et qui me montre des chevaux. Il me parle cavalerie, champ de bataille. Il est austère, bien sûr. Il n'a rien de spécial à dire. Il vient, Mhm. il passe un moment, faire comprendre qu'il est là. Tu sais qui c'est, la Magali? Tu l'as reconnu, celui-là? Oui. C'est mon arrière-grand-père, hein, donc, qui était maréchal ferrant et qui s'occupait voilà, des chevaux et qui était fermier, voilà, et qui avait une très grande. En fait, la terre était très importante pour lui. Hein. Oui, tout à fait. La terre est très importante. Il est aussi aimable qu'une porte de prison, de toute façon. Il est fermier, c'est ça? C'est ça? Oui. Et on parle d'un fusillé. Oui. C'est qui a été fusillé? Lui, je pense qu'en allant à la guerre, il est mort fusillé, quoi. D'accord, ok. Puis j'entends le train passer. C'est rigolo, hein, mais bon, j'entends le train. Je vois le mot train. J'écris le train et je t'entends me demander, je te demande qui était cheminot. Et je dis bien cheminot. Pas autre chose, cheminot. Eh ben, c'était Joseph, donc le mari de Marguerite, donc mon arrière-grand-père, et qui posait les rails de chemin de fer. D'accord. Donc lui, il travaillait dans les chemins de fer, c'est ça? Oui. Hein? Là. Ensuite, tu vas me proposer une autre photo d'un homme qui est parti aussi depuis quelques années. Et c'est ton papa, d'accord? Et je t'ai dit qu'il est en attente de quelqu'un. C'est ça? Oui. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe? Et Donc, qu'est-ce qui se passe? je t'ai dit ça en début d'année, dans les premières. C'est ça. Voilà. Oui. Et en fait, en juillet, j'apprends que André, donc le dernier fils de Marie-Thérèse, est décédé. D'accord. Donc, il était bien en attente de quelqu'un. Bien en attente de, voilà. D'accord. Hein? Alors, donc, j'ai vu donc... il était coléreux, c'est ça? Bagarreur? Oui, très collé, oui, très bagarreur, voilà. Très... Il connaît aussi, hein? Il connaît. Ah oui. Il est porteur de cicatrices aussi. J'ai vu des cicatrices sur lui, c'est ça? Oui, alors ça a fait résonance, pareil. Il y avait le martinet aussi chez mon papa. Donc avec mon grand-père. Et c'est vrai que voilà, ça rigolait pas non plus là. Voilà. Et j'ai marqué bien sûr qu'il a des bleus à l'âme aussi. Il a des cicatrices physiques, mais il a des bleus à l'âme. Il est maltraité. Et effectivement, tu m'as parlé de Martinet et je dis, l'histoire se répète quand même. Hein. Il y a un phénomène de répétition, Annie, à ce niveau-là, de la maltraitance, si tu veux, des enfants. Bien sûr, il y a de la maltraitance. Il y a de la maltraitance. Si ça se passe là, ça s'est passé ailleurs aussi, au-dessus. Hein, d'accord? D'accord. Il y a de la maltraitance et même plus, j'entends aussi violence. Hein. Il y a de la violence pour moi. D'accord. Il y a le frère de ton papa aussi qui est venu. Tu vas l'appeler Michel, c'est ça? Oui. Voilà. J'entends décéder jeune et j'entends comme un coup de feu, un grand. Alors au début, je te dis un grand coup de feu, un grand bruit, une explosion, et je te parle de quoi? De gazinière. Je te dis gazinière. Va donc savoir pourquoi gazinière. Est-ce que tu peux nous expliquer? Parce que là, je suis là. C'est revenu, mais subitement, là, en relisant. Donc, décédé jeune, oui, parce qu'il est mort à 39 ans. Il s'est suicidé, donc, quand tu entendais le coup de feu, il s'est suicidé avec un fusil de chasse. Et quand il exposait le fait de l'explosion au niveau de la gazinière, en fait, il faisait référence à nous deux, à moi et à lui. Je vous ai dit en tout début que j'avais été brûlée à l'âge de 2-3 ans.
Et il s'avère que j'ai été brûlée, en fait, avec une explosion de soupe qui était sur la gazinière. Et donc, que Michel a tapé dans ce récipient et qui, en fait, qui a explosé sur nous deux. Donc, et on s'est retrouvés tous les deux brûlés. Donc, d'où le fait qu'il insistait sur le fait qu'il y avait eu cette explosion de gazinière. Et moi, honnêtement, quand tu m'as parlé de ça, j'étais restée bloquée sur le fait de son suicide qui prêtait un petit peu confusion parce que des fois, on n'a pas toujours tous les éléments. Et c'est en relisant juste avant le live que ça m'est revenu le petit truc, tac, je me dis, mais en fait, c'est de moi et lui qui parle, en fait. Oui, tout à fait. Donc, ça veut dire qu'effectivement, quand il vient me parler, il sait très bien pourquoi il vient, parce que tu es là, donc c'est à toi. Il te remémore un souvenir d'enfant de tous les deux, tout à fait. Hein, d'accord. Mais c'est de l'amour, ça, je trouve, tout ça. Oui. Brûlé, mais un défunt qui arrive, mais c'est extraordinaire. Hein. Il me dit qu'il est seul et que sa tombe est abandonnée, c'est ça? Oui, c'est complètement. Il n'y a personne en fait qui vient lui rendre visite et récemment j'ai même encore parlé à une de mes cousines et elle aussi elle était étonnée quoi. Bien que je suis la première à vous dire que les tombes sont vides et c'est Victor Hugo, je crois, qui disait que les cimetières sont pleins de jolis habits. Hein. Et lui, ça l'attriste. Voilà. Ça l'attriste pour qu'il en parle. Hein. Et j'ai écrit quelque chose qui m'a étonnée aussi. C'est sec, hein. C'est pas c'est pardon. Oui, alors pareil, tout en relisant. Comme quoi, il avait vraiment envie de me faire partager tout ce qu'il avait pu te dire à travers toi. En fait, le mot pardon, il avait laissé une lettre quand il a fait son acte pour partir. Hein. Il avait laissé une lettre avec le simple mot pardon. Donc voilà. J'imagine cette détresse chez cet homme-là. Hein. Oui, complètement. Voilà, c'est que quand on fait, enfin moi je ne sais pas pour Annie, mais moi je suis dans un ascenseur émotionnel tout le temps là, quand je suis là, autant dans les consultations, je le ressens vraiment, mais je passe d'un à l'autre. Et là, sur ce travail-là, j'ai pas pu m'échapper, je ne pouvais plus m'échapper. Hein. Il y a une femme qui vient là, et elle me fait rire parce que, enfin, si, pardonnez-moi, mais elle me dit qu'elle est morte tout de suite. Et elle me dit, moi, je me suis écroulée et c'était fini, terminé, sec. Elle est surprise quand même, mais elle me dit, j'ai trouvé ça confortable finalement de mourir. Il n'y a pas de souci, elle me dit. J'ai trouvé ça confortable. Je n'ai pas compris. Je suis morte tout de suite. Je suis tombée. J'étais morte. Mais finalement, voilà. Elle me montre, qu'elle vend des lapins et des poulets. Elle dit aussi qu'on ne rentre pas chez eux comme cela. Et j'ai cru comprendre, mais là, je me suis dit, c'est peut-être, enfin, j'interprète, peut-être que je suis mentaliste là. J'ai cru comprendre que ces activités sont cachées. Et puis, j'ai écrit, c'est gardé avec un fusil. Et je crois entendre qu'il cachait des juifs. On me parle de juifs. Alors, je me suis dit, j'entends mal. Tu peux m'aider là, sur ça, Magali? Alors, moi, je n'ai pas connu en fait cette grand-mère, mais toujours est-il que mon grand-père, André, était très très heureux en fait sur ses origines, sur ses frères et sœurs. Et moi, je me suis longtemps posé la question si justement ce fils qui se disait d'Auguste et de Berthe était vraiment leur fils, et n'était pas un enfant plutôt juif caché par Berthe et Auguste. Tout simplement. Voilà. Parce que c'est vraiment très, très précis, hein, je veux dire.
je suis plus tellement surprise par ce que j'entends, mais je ne doute pas de ce qu'on me dit. Donc là, à partir de ce moment-là, j'interpelle Annie. Oui, d'où un peu le titre, Les origines incertaines, si tu veux, parce que lui, il est considéré comme étant de la famille alors qu'il ne l'est pas, et on le retrouvera. C'est ce qui me fait dire aussi quand on n'est pas certain de ce qu'on pense ou de l'histoire ou de l'hypothèse de travail, on va voir aussi ce qui s'est raconté, parce que tu nous as dit aussi que dans ta famille, il était dit que André, je sais pas si vous, que André, le fils de Marie-Thérèse et d'André, celui-là, ce fils-là aurait été, le père de ce fils-là n'était pas André et aurait été quelqu'un d'autre, si tu veux, Oui. l'oncle, hein, dont tu parlais au départ, Joël. Oui. Donc, c'est tout à fait possible, si tu veux. Ce serait logique dans l'arbre, puisque l'arbre, il va reproduire ce qu'il a vécu. Donc, il y a un enfant qui n'est peut-être pas de cette origine du sang transgénérationnel. On peut le retrouver aussi, et c'est là où les origines étant incertaines, c'est là où il y a confusion entre qui est qui, si tu veux. Donc, bien remettre dans l'ordre des choses. Mais moi, je suppose cette histoire possible parce qu'on le retrouve ici avec André. D'accord? Oui, et puis il était vraiment très secret sur son. Pour vraiment ne pas parler du tout de ses frères et sœurs, de sa famille, il n'avait rien à dire. Il gardait ça vraiment fermé, secret. Parce que ça a été à l'origine dangereux. Oui, complètement. Hein, donc on se tait. Hein, si c'est tait. dangereux, on se tait. D'accord? Mais jusqu'à la fin de ses jours. Oui. Alors qu'il n'y avait plus de danger et il n'en a jamais parlé, en fait. Il a gardé le secret, il est mort avec le secret, en fait. Pour légitimer, c'était sa façon de légitimer, probablement. Non, Annie? Pardon, c'était pour légitimer. Mais c'est-à-dire que s'il se tait, il n'affirme pas, il n'affirme pas. Donc, si tu veux, il essaie de rester le plus discret possible sur ses origines. Donc, parce qu'à un moment donné, ça a été dangereux et je crois que ça, il le sait. Hein. Il y a aussi une vieille dame qui se présente et qui me dit que son mari est parti à la guerre tôt avec son frère. Et elle m'interpelle en me disant, c'est celui qui avait un fusil. Elle me dit qu'elle a été maltraitée et qu'on l'a cognée. Tu sais qui elle était? C'était ma grand-mère, mon arrière-grand-mère, en fait. De qui tu parles? Quel prénom? Berthe. C'est Berthe. D'accord, Berthe, ok. On est sur Berthe, là. Hein. Moi, je l'ai su après parce qu'elle me l'a nommée. Mais moi, je ne connais pas les prénoms des gens, là, quand moi je les vois. Je ne sais pas. Hein. Elle me dit qu'elle a un problème au niveau des mains. Elle avait les mains blessées. Qu'est-ce qu'elle avait au niveau des mains? Alors ça, je n'ai pas de connaissance par rapport à ce détail-là. D'accord. Donc là, on le laisse comme ça. Et on me montre à un moment donné un livret de famille. Donc là, j'ai rien compris au film. Pourquoi? Elle te montre un livret de famille? Oui. Qui avait quelque chose à voir avec un livret de famille? Je sais que ma grand-mère, elle disait tout le temps qu'elle avait des livrets d'épargne, voilà. Donc, livret d'épargne, tu fais plus référence à livret d'épargne que livret de famille. Non, caisse d'épargne. Elle me montre un livret de caisse d'épargne. Ouais, c'est ça, ouais. J'ai marqué livret de caisse d'épargne. Oui, c'est ça. C'est elle. Oui, elle avait des livrets de caisse d'épargne, c'est ça? Oui. Et là, j'entends aussi, donc bon, je continue effectivement parce que là, c'est quand je t'ai interpellée. Mais sinon, j'ai écrit tout ça sur des jours et des jours, tout ce que j'entends, avant de le partager avec vous. Et j'entends qu'il est question de jumeaux. Je mets tiré, jumeaux, tiré, avortement. Ensuite, j'entends entité, même entité, enfant décédé. Il est fait référence à la trahison. J'entends oncle en particulier, le sang transgénérationnel. Et puis j'écris, et pourtant il ne lui ressemble pas. Alors là, je me dis, je suis dans la 10e dimension parce que là, je ne comprends rien de ce qu'on me dit. Magali, Annie, je vous laisse prendre la main pour m'expliquer. Oui, c'est-à-dire que Magali m'a raconté l'histoire que
André, hein, dont on parlait tout à l'heure, André qui est là, le dernier fils de Marie-Thérèse, aurait été conçu avec un oncle. C'est-à-dire, et dans la famille, il est dit, donc quand tu as entendu oncle, donc c'est un élément important, puisque là, on n'est plus dans l'enfant légitime, hein, il a été illégitime, et c'est tout à fait normal quand tu entends oncle, et je ne sais plus ce que j'allais dire. Oui, j'entends, et pourtant il ne lui ressemble pas. Voilà. Et elle dit, et dans la famille, on dit, il ressemble tellement à cet oncle-là. Voilà, donc toi, tu dis, il ne lui ressemble pas au père, bien sûr, mais il ressemble terriblement à l'oncle. Donc voilà, hein, si tu veux, c'est une histoire qui est dite. Moi, je pense qu'elle est vraie, parce qu'on ne trouverait pas autant de confusion dans cet arbre, mais peu importe, ça se dit dans l'arbre, donc le cerveau va le prendre pour acquis. D'accord ? Okay. Je pense que de toute façon, elle est vraie cette histoire parce qu'il y a trop de confusion. Hein, donc oui. Il y avait vraiment en fait, il y a eu des choses où justement ma mère, Michel et Chantal, donc les deux sœurs, ont vu leur propre mère aller avec cet oncle. Tout à fait. Ah, tout à fait. C'est elles qui disent même, mais il ressemble à cet oncle. Ouais. Quand elles voient leur frère. C'est une trahison quand même, une trahison. C'est-à-dire qu'une des sœurs est allée avec le mari de sa sœur. C'est ça. Voilà. On nous parle aussi d'avortement, de jumeaux, d'entités, même entité. Donc, même entité, même œuvre. C'est ça, Annie? C'est ça, même entité? Oui, je pense que tu as voulu dire ça. Oui, des fois, je ne parle pas tout à fait dans une langue correcte. Et enfant décédé. Enfant décédé. Donc, bon, là, il y a l'explication. Ensuite, j'entends, alors, je dis c'est bon, on part sur une autre thématique, j'entends une petite chanson, une toute petite musique, quelque chose de très, très doux. Alors là, je me dis, c'est délicieux, c'est un moment de répit, parce que l'histoire familiale, elle est quand même un peu lourde. Hein. Mais tu peux m'expliquer, Magali, pourquoi j'entends cette musique ? En fait, j'étais en année de maternelle, j'avais 3 ans. Et il y avait un spectacle de Noël. Et dans ce spectacle de Noël, on devait apprendre cette petite chanson qui s'appelait en fait Le Petit Garçon. Et je chantais en permanence devant ma mère ce petit refrain en fait, en tout doux de chant de Noël. Le Petit Garçon. Comme quoi, effectivement, moi j'ai entendu jumeaux tout à l'heure, je vous l'ai dit. Hein. Annie, qu'est-ce que tu vas me dire ? Tu as ressenti par rapport à ça ? Moi, c'est pas forcément un ressenti, c'est une confirmation. Si oui, d'accord. Ça, je ne sais pas. Moi, j'ai entendu ça, donc je te le dis. Hein, comme ça. Mais simplement, donc, cette petite chanson parlait d'un petit garçon, c'est ça ? Oui, c'est ça. Mais moi, je me demande, je poserai la question à maman si elle n'a pas eu un saignement, si tu veux, parce que bon, on attendait un garçon, soit, mais il y a quand même une histoire de jumeaux. Toi, tu as une poche vide que j'ai expliqué tout à l'heure au niveau du âge, mais là aussi, il y a des jumeaux. Et il va en avoir ailleurs aussi, de toute façon, des jumeaux. Hein. Donc, effectivement, il y a des jumeaux dans cet arbre. Hein. D'accord. Il y a aussi oui, toi aussi tu as relevé. Je voulais relever aussi, en fait, maman aussi a entendu des jumeaux, en fait, a perdu des jumeaux. Voilà. Donc, ça, je ne savais pas. Effectivement, fausse couche. Si tu pouvais les mettre dans ton arbre. Oui. Ils étaient avant toi ou après toi ? Non, bien après moi. Et en fait, on est 3 chez nous et c'était les 4e, en fait. Hein, voilà. Donc, mais ça, avec beaucoup de différence hein, d'âge parce que moi, j'avais 12 ans à l'époque, tu vois. Ce qui est intéressant, Joël, avec Magali, c'est qu'on fait des suppositions et on monte des hypothèses et elle a un moment de ben oui, c'est une évidence. Hein. Tu fais référence aussi, Annie, au fait que à ce moment-là, il y a un mort qui supplie qu'on lui redonne sa place.
Oui, je l'ai expliqué, je crois, tout à l'heure, c'est au niveau de, comme Magali a cette intelligence de donner un prénom à ses fausses couches, si tu veux, et qu'elle a une poche vide au niveau avec la venue de Luna, et elle l'a prénommée Jade. Et c'est vrai que là, c'est un prénom qui parle d'un ancêtre, certainement espagnol, qui est mort quand même dans notre souffrance et qui réclame d'être reconnu. Mais on ne sait pas qui. Mais la mémoire de Jade, elle est là pour en parler, si tu veux. Donc, on ne sait pas, tu mettras certainement qu'il y a des origines espagnoles dans ton âme, hein, d'accord? Allemande et espagnole. Allemande et espagnole. Exactement. Hein. Il y a quelque chose aussi, mais là, on va laisser la place à Annie, que pour cette lignée, on constate des choses qui sont très parlantes. C'est-à-dire que les enfants de Magali ont des problèmes d'asthme et de bronchite et d'allergies diverses. Qu'est-ce que tu as à nous dire, Annie, par rapport à ça? C'est-à-dire que, comme je l'ai déjà expliqué, mais dans ton groupe, si tu veux, les poumons sont le premier ministère de la survie, si tu veux. C'est-à-dire qu'on peut s'arrêter de manger, on peut s'arrêter de boire, on ne va pas mourir tout de suite. On s'arrête de respirer, on meurt. D'accord? Donc, c'est le premier ministère de la survie. Donc, ça veut dire que quelque part, il y a eu des peurs, mais des peurs de mourir. Et de toute façon, on en trouve, hein, là, parce que les fausses couches, tout ça, les mortes en couches, tout ça, il y a des peurs profondes de mourir. Donc, ça, si tu veux, dans les autres générations, on a des problèmes de poumons, d'asthme, tout ça. Et puis, les poumons aussi, symboliquement, c'est une profonde tristesse. Une tristesse, oui. D'accord? Dans cet arbre. D'accord? Oui, ça c'est sûr. On parle de. Est-ce tu peux énumérer, si tu veux, Annie, tout ce qui va étayer ce qu'on pense, c'est-à-dire par exemple, le papa de Magali fait des bronchites à répétition. Ensuite, oui. Le grand-père. Oui, donc décède voilà. de cancer des poumons. Exactement. Donc, on a des problèmes de poumons. On va remonter au premier qui a eu des problèmes de poumons pour savoir qu'il faut trouver l'origine. Mais de toute façon, l'origine est de toute façon là, une peur terrible de mourir. Hein. Donc, on s'est vu confronté à la mort, on s'est vu mourir et il y a eu beaucoup de peur. Peut-être qu'il y a des guerres derrière, hein, je ne sais pas, mais cette peur-là, elle est existante. Et après, ça provoque un petit peu dans la descendance des problèmes de poumons ou d'asthme avec une profonde tristesse. D'accord? C'est la grand-mère maternelle, c'est ça, de Magali, fait des bronchites à répétition. Alors, la grand-mère maternelle, c'est Marie-Angèle? Oui, c'est ça. D'accord. Voilà. Le frère de la grand-mère est décédé de la maladie de Charcot. Ah, ça, c'est terrible, ça. C'est terrible. La nièce de sa grand-mère, à l'âge de 18 mois, est décédée étouffée par un crouton de pain. Oui, tu vois, on est toujours là-dessus, si tu veux. On est Le toujours beau-frère de sa grand-mère est décédé étouffé par un gloître, l'année de ses 5 ans quand même. Donc, tu y vois, c'est ce que tu nous dis, toute la symbolique. Oui, et voilà, et comme j'explique souvent, si tu veux, ce qu'on constate dans une pâte, c'est-à-dire la pâte paternelle, on le voit comme un effet miroir dans la pâte maternelle, c'est-à-dire que les effets ont les mêmes conséquences et là aussi, si tu veux. Donc, si on retrouve des problèmes de poumons dans les deux arbres, moi, ça ne m'étonne pas parce qu'il y a toujours un effet miroir. Hein, ça s'appelle les atomes crochus inconscients. Bien sûr qu'on tombe amoureux, bien sûr on tombe amoureux, mais pas que. C'est-à-dire qu'on l'autre est chargé de réparer aussi notre arbre, d'accord? Exactement. Pas l'oublier. Donc on a une émotion là sur cette symbolique des poumons. Il y a l'angoisse de mort et de tristesse infinie, c'est ça que tu dis? Tout à fait. Tout à fait. Hein, moi je trouve que ça fait beaucoup quand même pour une lignée. Hein. Ça fait beaucoup. Ouais. Ça fait beaucoup pour une lignée. Je ne sais pas si tu as encore quelque chose à dire, toi, Joël. Non, j'allais t'interpeller pour te demander qu'est-ce que tu pouvais conclure de ça, parce que c'est hyper parlant. Moi, je suis médium, mais moi, j'aligne les faits, mais je ne les interprète pas comme toi. Qu'est-ce que tu peux... C'est-à-dire que j'espère que vous allez comprendre un petit peu l'arbre. C'est-à-dire que vous voyez tous les traits rouges. Hein, j'ai fait des traits rouges. Et là où je vais aborder la notion de gisant, c'est-à-dire la notion de gisant, c'est-à-dire qu'on est en lien avec des enfants ou des personnes jeunes décédées. Hein, on est en lien et
l'arbre nous charge un petit peu ou beaucoup de continuer leur vie. Hein. Alors, on n'est pas seul. On n'est pas seul au volant et on a toute cette charge d'enfants, souvent des enfants décédés, dont on est en charge de continuer la vie. Et Magali, tu es particulièrement servie à ce niveau-là. D'accord. C'est-à-dire que Magali, tu te retrouves gisant. Mais ce qui est important, quand Joël entend les enfants, beaucoup d'enfants décédés, Magali, tu es gisante de beaucoup d'enfants décédés. C'est-à-dire que Magali, tu es ici, tu es gisante de toute cette lignée-là entre Mathurin et Aimé qui est morte jeune à 42 ans. Il t'est rien arrivé à 42 ans, Magali? Eh bien, je ne me rappelle pas. Tu t'en rappelles pas. Essaye de te souvenir. Hein. Je sais que les souvenirs remontent petit à petit, et la preuve. Je sais. Alors, là, tu es gisante de Magali, d'Aimé, d'Aimé qui est morte à 42 ans, et ils ont perdu 3 enfants, d'accord? Toi, tu en as perdu 1, 2, 3, d'accord? Là, tu es gisante aussi de toute cette lignée-là aussi, de 3 enfants, 1, 2, 3. Là, on remonte au-dessus, donc il y a certainement 2 mortes en couche, si tu veux, d'où tes difficultés au niveau de tes accouchements. Et ils étaient un petit peu compliqués, tes accouchements. Hein. La peur de mourir et tout ça, tu l'as vécu, ça. Hein, oui. Tu l'as vécu. La peur que ton enfant meure aussi. Hein. Donc, voilà. Tu l'as vécu. Donc, simplement, ce n'était pas, c'était actuel, si tu veux, mais c'était simplement une mémoire qui se réveillait, hein, de ça. Et ce que je voudrais te montrer, c'est vraiment là les couples fondateurs dont tu es porteuse de ces 2 couples fondateurs. J'appelle les couples fondateurs parce que ce sont les arrière-grands-parents. Et ils ont vécu des choses un petit peu lourdes puisque leurs enfants sont morts. Hein. Il y a eu beaucoup d'enfants morts là-dessus. Mais n'oublie pas, alors quand tu fais ce travail-là, n'oublie pas, on a mis avec Joël en conscience ce qui était dans ton inconscient. Et c'est ce qui va permettre, parce que toi aussi, tu vas être fondatrice de ta descendance. À un moment donné, tu vas être l'élément fondateur. Voilà, on en parle beaucoup. On parle beaucoup d'autres choses, évidemment, en consultation, comme Joël en consultation. Oui. Mais là, on a voulu faire une synthèse. On a certainement beaucoup débordé. Je ne sais pas quelle heure il est. On a peut-être il y avait beaucoup de choses. Mais et on n'a pas tout dit. Et on n'a pas tout dit. C'est des heures, effectivement, où Magali a pu pleurer, des choses comme ça, parce qu'effectivement, mais on ne peut pas tout dire. On peut pas tout dire. Ah, c'est une conférence qui pourrait terminer jusqu'à minuit parce que du coup, j'ai une tonne de questions. C'est passionnant, on fait des rapprochements. Bien sûr, c'est fait pour ça. Hein. C'est fait pour s'interroger, bien sûr. Bien sûr. Alors, Annie, est-ce que tu pourrais revenir pour David, peut-être un peu plus en profondeur sur le syndrome du gisant? Qu'est-ce que ça peut provoquer pour la personne, justement? Je le trouve souvent en consultation, hein, le syndrome du gisant. Le syndrome du gisant, c'est-à-dire que c'est très particulier, c'est-à-dire que vous êtes gisant de personnes qui sont mortes avant vous. Hein, avant vous, et dont vous êtes porteur de la mémoire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, par exemple, une mère perd son enfant, qu'est-ce qu'elle dit? Rendez-le-moi. Oui. Et à un moment donné, l'arbre va obtempérer et va lui donner un enfant sur les dates. En général, c'est avec les dates qu'on trouve les gisants. Hein, sur les dates. Voilà. Donc, effectivement, on n'est pas tout seul à conduire sa vie à ce moment-là, puisqu'on est en charge déjà de la vie de ce petit qui est décédé, si vous voulez. Donc, à un moment donné, il faut le mettre en conscience, les gisants les remettre à leur place, et puis vraiment reprendre le cours de sa propre vie. Et pour les personnes qui seraient nées le jour où un membre de leur famille est décédé, est-ce qu'il y a une continuité? Est-ce que ça rentre un petit peu dans ce concept? Oui, c'est le bâton de relais, hein, tout à fait. Qui a été le cas, moi, en fait, parce que quand on parle de date, j'ai perdu donc la sœur à mon père, elle est décédée un 8 mai, et mon frère est né un 8 mai. La même année ou pas? Non, pas la même année, parce qu'elle est décédée il y a maintenant 5 ans, et mon frère est né il y a 42 ans.
Oui, donc il peut avoir un lien. Oui, oui, il y a forcément un lien. Par exemple, quand vous trouvez, par exemple, un papa ou une maman, hein, quand on n'est pas sûr, quelquefois les enfants ne sont pas sûrs non plus de l'affection que leur a donné papa ou maman. Et quand je leur montre que quelquefois le papa qu'on croyait qu'il ne nous aimait pas est venu mourir sur la date de naissance, il venait juste honorer sa fille. D'accord? D'où les dates importantes. Hein. D'autres questions? Ça, c'était notre David, ça, non? C'était David, oui, c'est ça, Oui. exactement. Ce qui est fou, c'est qu'à travers ton histoire, Magali, on peut faire des rapprochements par rapport à la nôtre. Tu vois, on parlait des accidents, l'accident que tu as eu, ton histoire de brûlure, ça pourra parler sans doute à d'autres personnes. La façon dont ton prénom et ton nom de famille ont été décortiqués, et c'était génial justement parce que on a eu l'avis de Joël, l'analyse de Joël par rapport à ça, Giboire, à cette histoire d'alcoolisme qui revient. Et puis on a aussi les origines allemandes avec Annie. Donc c'est là où on voit, je crois que c'était un parfait exemple pour voir comment vous travaillez toutes les deux, quelle était un petit peu vos spécificités, voilà, à travers cette histoire de nom de famille, c'était très parlant. Ah oui, complètement. Je vais très peu sur les raccourcis, hein. Giboire, mais ça, j'avoue que là, c'était facile. C'était trop évident. Mais c'est pas ça, c'est que c'est souvent le travers de quand on ne sait pas en médiumnité, on va en mentalisme. Mais bon, là, j'avoue que là, c'était ça. C'est exactement ça. Hein. Mais j'ai dû le vérifier. Là, on a été très vite, mais c'est combien? 6 mois de travail, c'est ça? Ah oui. 6 mois de travail où effectivement, il n'y a pas une journée et que j'ai recommencé, que je me suis agacée, énervée. Et puis, enfin, j'ai un truc. Je peux écrire un livre, hein, juste un autre livre, du coup, Joël. 4-5 chapitres sur l'histoire de la famille de Magali, ça c'est une évidence. Hein. On s'est vu en plus. Oui, on s'est vu, il y avait encore ces erreurs. Puis c'était toutes les trois, en fait. Toutes les trois faisaient les mêmes erreurs. Tout à fait, tout à fait. Les mêmes erreurs. C'était un truc de... Mais ce qui est extraordinaire, moi je dis, c'est ce que les défunts peuvent venir nous dire. Et là, sur ce travail-là, spécifiquement, bien sûr qu'en consultation, j'ai des détails aussi. Mais là, quand on est sur un travail avec Annie en psychogénéalogie, c'est tout à fait autre chose. C'est-à-dire que moi, je ne vais pas aller sur une consultation sur des... Bon, si vous voulez, quand je vois des phénomènes de répétition, moi, ce qui m'interpelle, là, par exemple, sur cet arbre-là, c'est autant d'enfants qui ne veulent pas venir, quoi. Quand j'ai, par exemple, en consultation, qu'on ouvre le ventre d'une maman pour faire sortir le bébé, je me dis, à peur, je ne voulais pas venir. Quand on s'échappe sur une fausse couche, alors c'est peut-être, je ne sais pas ce que tu en penses, toi, Annie. Oui, bien sûr. De toute façon, la césarienne, bien sûr, l'enfant. Bien sûr, je ne veux pas venir. Je ne vais pas au charbon. Je ne veux pas. C'est-à-dire, et puis les enfants qui se présentent par le siège aussi. Non. En général, je ne vais pas au charbon. Quand j'ai ce cas de figure-là en consultation, je remonte un petit peu pour voir ce qui s'est passé. Mais moi, je suis sur un seul défunt et je dois rester là. Mais j'avoue que si on était deux à travailler sur chaque photo de chacune de mes consultations, mais c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. C'est intéressant ce que tu dis, Joël, parce que tu vois, là, je suis en train de prendre en même temps que tu parles encore un fait divers par rapport à mon arbre. Notamment quand on voit toute la problématique qui fait qu'il on meurt d'étouffement. Mon frère, quand il est arrivé, il avait le cordon autour du cou. Et voilà. Donc, il y a encore eu cette problématique d'étouffement. Mais est-ce qu'il n'y a pas dans sa famille, il ne peut pas y avoir aussi un gisant ou un ancêtre qui a travaillé dans les mines ou qui a été gazé? Ou un pendu. Ou un gazé, tout à fait. Ou un gazé. Hein. Oui, on retrouve ça aussi. Moi, je vais chercher très souvent le gazé. Hein, c'est ce qui me parlait, moi, ou des choses comme ça. Je vais chercher celui qui a été gazé. Hein, et on le trouve aisément, de toute façon. Hein. Alors, moi, je ne fonctionne pas avec l'arbre. Hein. C'est plus facile pour Annie. C'est un vrai juge de piste. Hein. Je suis obligée de poser des questions et des trucs parce que je sais que le défunt ne va pas me lâcher. Voilà. L'enquête continue. Quand on prend conscience d'une mémoire, est-ce qu'on coupe une forme de karma familial, qu'il s'agisse d'une maladie ou d'une dépendance, telle que l'alcoolisme dont on parlait tout à l'heure dans le cas de Magali?
c'est pas évident. Hein. Ça se fait pas aussi simplement de toute façon de couper avec des façons de fonctionner comme ça. Hein. C'est surtout la mise en conscience des traumas. Hein, qui fait qu'à un moment donné, on comprend pourquoi la dépendance. Derrière chaque dépendance, il y a de la souffrance de toute façon. Hein, il y a de la souffrance. Et peut-être après, une déprogrammation aussi, parce qu'on a une façon de fonctionner qui est toujours la même de toute façon. Hein. Donc, ce que j'appelle une déprogrammation en hypnose, tout simplement. On va reprogrammer, on va faire un reset sur le disque dur. On parlait des taches de naissance, des cicatrices un petit peu tout à l'heure aussi. Est-ce que ça vient imprimer l'histoire de nos ancêtres ou est-ce que ça peut être des traces d'une ancienne vie? On dit que, par exemple, je ne sais pas, une tache de naissance à la gorge, ça pourrait être une ancienne mort où on aurait été poignardé à la gorge. Qu'est-ce que vous en pensez toutes les deux de ça? Moi, c'est un terrain où je ne vais pas le karma parce que je n'ai pas de preuves. J'ai besoin de nourrir le cerveau du consultant en preuve parce que le cerveau fonctionne comme ça, malheureusement. Donc, c'est un domaine où je ne vais pas. Déjà, on trouve le karma tellement déjà dans les mémoires de la génération, si vous voulez, que déjà, on peut remonter. Mais pourquoi pas, hein, Amélie, je ne ferme pas du tout cette porte-là, mais je ne peux pas fonctionner parce que j'ai besoin de preuves. Et moi, je suis comme saint Thomas. Je l'ai dit il n'y a pas très longtemps. Je crois ce que je vois, ce que les défunts me montrent. Voilà, c'est ça. Je m'appuie sur ça. Après, c'est possible. Podemos, Pouponner, c'est ce que je dis. Podemos, Pouponner. Voilà, on peut le supposer, mais on n'a aucune preuve. C'est pour ça que retourner sur les autres vies, même en mettant sous hypnose quelqu'un, j'ai des doutes. Alors moi, je vais apporter ma petite contribution. Oui, mais bien sûr, Magali. Non, attends, Magali. En fait, quand tu parlais de taches, il s'avère que ma fille, elle a une tache de naissance sur sa jambe et elle est très particulière parce qu'elle fait un 4, c'est le chiffre 4. Et en fait, j'ai fini par comprendre que ce chiffre 4, elle était la 4e génération par rapport à mes grands-parents qui avaient justement cette problématique de souffrance de perte d'enfants. Ouais, c'est fou. Et donc, ma fille est venue, en fait, pour réveiller cette problématique qu'il y avait dans l'arbre au niveau de la 4e génération. Comme elle est de la 4e génération, elle était là pour venir réveiller cette problématique. C'est possible. J'ai une autre... J'aurais une autre, tu vois, si tu me l'avais dit, j'aurais une autre hypothèse, c'est-à-dire qu'un chiffre gravé comme ça me fait penser à tous les numéros des Juifs qui ont été faits. D'accord ? Moi, je pense que j'aurais été là-dessus aussi. Oui, moi j'aurais été tout de suite sur cette hypothèse de travail-là. Une marque de sang. D'ailleurs, j'ai vu que tu avais beaucoup de tatouages, Magali. Oui. Oui, et j'ai fait ça en fait très tardivement pourtant. Oui, mais bon, voilà, je m'arrête là. Avant, parce que maintenant c'est très fréquent, mais avant le tatouage, on allait voir les origines. Voilà. Joël, tout à l'heure, tu parlais des messages que les défunts pourraient apporter quant à la manière dont ils ont été enterrés. Tu parlais des fosses communes, des mausolées. Quelle importance ils y attachent en fait? Est-ce que ça a vraiment une importance pour eux, même s'ils ont été incinérés ou enterrés? Est-ce que ça a vraiment une importance pour eux? Parce qu'on... Alors, j'ai usuellement l'habitude en consultation de dire que ça n'a aucune importance pour eux dans la vivance où ils sont, mais quelqu'un qui, par exemple, a été enterré alors que son désir, c'était de comment ça s'appelle d'être incinéré, quelqu'un qui est dans une fosse commune, vous l'avez bien vu, je l'ai traduit, c'était ça, j'ai marqué ça, il est triste de ça parce que non seulement il a été abandonné, mais jusqu'à la tombe, il est abandonné. Hein. Et quand on me montre un mausolée, c'est l'attachement à la descendance, c'est ça, ou la lignée. Annie, c'est une bêtise, hein, Annie. Mais moi, je le prends en compte, c'est important aussi. Mais usuellement, quand un consultant me dit, écoutez, on a fait ça parce que, et je culpabilise, je me dis, ça n'a aucune importance, ça n'a aucune importance. Hein, c'est pas finalement la manière, c'est peut-être le sentiment, enfin l'intention qu'il y avait derrière finalement, qui les dérange plus que
ce qu'ils peuvent advenir de leur corps, en fait, au final. Bah, le corps n'est qu'un véhicule pour eux, de toute façon, n'est qu'un véhicule. Donc, et ils sont assez rapidement, ils rentrent dans un autre véhicule qui va leur permettre de faire des choses beaucoup plus facilement, d'être à plusieurs endroits en même temps, de faire tout un tas de choses, ou de venir effectivement me donner, par exemple, donner à des médiums comme moi, ou des gens qui sont capables d'entendre des renseignements aussi précis, des détails aussi précis. Voilà. J'aurais une dernière question sur l'importance du prénom et la manière dont il est choisi. Est-ce que c'est notre âme, finalement, qui vient souffler éventuellement le prénom à nos parents, ou est-ce que c'est nos ancêtres qui s'incrustent un petit peu dans l'histoire, finalement? Oh, ben c'est la mémoire des ancêtres, de toute façon, qui parle. Déjà, simplement, Amélie, Ouais. on lit l'âme. La sienne ou quelqu'un Elle lit. d'autre? Elle lit laquelle? La sienne ou l'autre? Oui, on lit l'âme, la sienne, on lit à l'âme, mais l'âme en général, on parle de l'âme des défunts. Hein, donc, en général, peut-être une notion de gisant sur Amélie. Oui. Donc, c'est choisi en fonction de leur goût à eux, mais que nenni. Oui, Non, les choix sont faits. On n'a pas tellement le choix, en fin de compte. On pense donner un prénom et puis il s'avère qu'il correspond forcément à quelque chose. Mais c'est fait d'une façon tout à fait inconsciente. Vous savez qu'on fonctionne avec plus de 95-96% d'inconscient. Donc, vous voyez la taille de l'iceberg en dessous. Hein, d'accord? Voilà. Je mets en avant le commentaire d'Alexandra Gabriel. C'est génial qu'on parle de ça au moment de la Toussaint. On va pouvoir rendre hommage à tous les oubliés. Bravo! Bravo! Mettez une bougie. Parce que c'est vrai qu'on voit Halloween partout, je vois sur Facebook. Bravo, j'en ai des frissons. Mais on ne pense jamais qu'effectivement, c'est quelque chose de bien symbolique, hein, cette période-là. Bien sûr, voilà. Bravo d'avoir cette pensée-là. Oui. Je frissonne. Mettez des bougies pour les personnes avec qui vous pensez. Alors justement, est-ce que vous auriez des conseils? Peut-être une manière de faire, des fois on a besoin d'être un petit peu guidé dans ces choses-là. Honorez-les. Honorez-les, en pensée, en action avec une bougie qui s'allume, honorez-les. Écrivez, si vous faites un arbre, écrivez les prénoms des exclus. On a aussi un phénomène d'exclusion dans l'arbre, Michel, on ne le voit plus. Il y a eu quelqu'un qui a fini en SDF, donc il y a forcément des exclus. Et cela, l'arbre est parlant, l'inconscient est parlant, ils souhaiteraient qu'on les nomme, plutôt moins. OK? Alors Alexandra est numérologue, elle nous dit que ce sera une journée en 9, justement le 1er novembre, et que ça marque la fin de quelque chose. Exactement. Bravo, tout à fait. Je confirme le 9. Merci Joël, merci Annie, merci Magali pour cette conférence. J'ai pas trop de mots en fait, finalement, tellement là, j'ai le cerveau en pleine ébullition, je trouve ça absolument génial. Je suis en train de faire des rapprochements. Je nous remercie. Je remercie Magali, Annie pour ce travail. Qui nous a fait arracher les cheveux de la tête, les yeux exorbités, les machins. Mais bon, merci, parce que c'est vrai. J'ai pris encore un énorme plaisir à tout ce partage. Et un petit dernier mot pour Amélie, n'oublie pas de rayonner. D'accord? Merci Annie, j'oublierai pas. Merci. Merci à vous deux, je vous remercierai jamais assez. D'ailleurs, paradoxal, Rayonnance TV, d'accord, elle a un message à distribuer, cette télévision. Son prénom comporte le mot rayonnement. Oui, je lui ai dit en début, j'ai dit, mais qui a choisi ce nom de rayonnance? Elle me dit, non, c'est pas moi, mais pourtant son prénom correspond à rayonner. Il y a voilà, c'est quelque chose d'une mission. Rayonner, on rayonne, mais ça doit être vu. Vous devez le montrer. Bien sûr. Voilà. Merci Amélie, en tout cas, nous avons reçu. Merci à toutes. Avant de terminer la conférence, j'aimerais annoncer la prochaine. Ça sera celle de mardi. En ce mardi 1er novembre à 16h30, Anne reçoit Martine Obino pour une conférence Être et laisser être ce qui est à être. Ce sera une soirée de partage personnel et de messages à destination de tous. Voilà. D'accord, merci. Je vous souhaite une très bonne nuit et à très bientôt. Merci, dormez bien. Au revoir tout le monde.